à ce concert de Jay-Z et tout, après un show de malade sur le Pont Neuf, juste en face de mon travail. Et puis à ma droite, Omar Sy, à ma gauche, Kim Kardashian. Vraiment bref, c'était n'importe quoi. Comment tu découvres le métier de merchandiser? Je savais pas du tout que ça existait comme métier. Combien gagne? Je gagne. Alors j'ai adoré ce stage, mais en fait il y a un truc qui m'a manqué, que j'avais pas anticipé, c'est... Tu peux toucher les produits en avant-première ou c'est Bien plus... sûr. En fait, on est entouré de produits. Le produit, on en parle toute la journée, on le touche. On est immergé dans cet univers de la marque. Je cherche mon prochain alternant ou ma prochaine alternante. Justement, est-ce que tu auras des petits tips les candidats? Oui, allez en... Je répète, allez. On parlait de sens tout à l'heure, et je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants, de jeunes, qui trouvent pas forcément le sens aller dans le luxe et qui s'orientent vers d'autres métiers. Enfin, il y a des trucs que j'ai vécu grâce à mon travail, j'aurais jamais imaginé. Salut les amis, c'est Boris, on se retrouve pour un nouvel épisode du Trade Talk. On est avec notre invitée du jour, Hazel Morrison. Avec elle, on va plonger aujourd'hui dans l'univers du luxe. Pour ceux qui nous découvrent, Mediatrade, très simplement, c'est qu'on invite des alumni d'écoles de commerce qui ont un parcours assez prestigieux, qui ont su se démarquer, rejoindre soit des grandes entreprises corporate et avoir des jobs qui sont plutôt demandés, soit des personnes dans l'entrepreneuriat qui ont réussi à créer des choses intéressantes. Le but, c'est de vous inspirer, de vous montrer ce qui se cache derrière justement le métier de ces personnes et aussi d'aller essayer de creuser d'un point de vue un peu plus stratégique comment ils ont fait justement pour se démarquer et obtenir ces positions prestigieuses. Alors avant de commencer, vous pouvez le voir, nous sommes deux, il n'y a pas de plan sur Kémil. Ce bon vieux Kémil malheureusement a eu une opération, je ne sais pas si vous avez vu notre post mais... il va s'afficher quelque part. Donc ouais, Kémil a eu une opération du dos assez lourde et donc s'il devait venir, il aurait fallu affréter une ambulance. Ça aurait été compliqué. Donc je vais essayer d'assurer tout seul pour cet épisode avec cette très chère Hazel qui est là. On tenait à vous remercier avec Kémil. Déjà pour les 1000 abonnés, le soutien, tous les messages véritablement qu'on reçoit de vous voulez voir tel invité, de c'est à quand le prochain podcast, on avait dû faire une petite pause. Mais là, on est reparti pour... du lourd. On espère. Oui. Hazel, c'est du lourd. Très modeste, mais du lourd. N'hésitez pas à toujours nous faire des retours en commentaire, ça nous aide beaucoup. À envoyer un maximum d'amour pour Kémil en commentaire pour qu'il arrive le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui, on reçoit Hazel Morrison. Je vais retracer ton parcours avec mon téléphone. D'ailleurs, si je suis sur mon téléphone, c'est normal, c'est que je pense à une question et que je vais te poser plus tard et que je ne veux pas oublier, quoi. Voilà, j'ai fini. Pas de soucis. T'es prête? Et tu me dis si je me trompe, ok? Ouais. T'as travaillé plus d'1 an chez Chanel avant même d'avoir de diplôme? Ouais, 1 an. Alors j'avais déjà un diplôme, mais je n'étais pas encore en master. On va voir ça tout à l'heure, ton parcours, parce qu'il me semble que le fait que tu sois allé dans le luxe, c'est pas quelque chose qui était prévisible, entre guillemets. Exactement. D'ailleurs, je te parlais de tes sapes tout à l'heure. T'as toujours été bien sapé, ou bien c'est après... être rentré dans ce monde-là? Je pense que depuis le lycée, je me sers des habits pour mon estime de moi. Ça m'a beaucoup aidée. Okay. Donc c'est vrai que oui, je fais attention à comment je m'habille. Okay. Et puis ça rejoint mon attrait pour la mode. Et là où j'en suis aujourd'hui. Ok, c'est intéressant les habits pour l'estime de soi. Moi aussi, c'est un peu pareil. Je me sens plus en confiance quand je suis bien habillé. Ouais, mais pareil. Tout le monde, je pense. Ouais. Enfin non, il y a peut-être des gens qui s'en fichent. Il y a beaucoup de gens qui s'en fichent des fois ouais, aussi. c'est vrai. Donc, mais pas dans mon milieu, donc je suis vraiment en compte, je pense. D'ailleurs, on va en parler, je pense, parce qu'il y a des clichés là-dessus. Donc, t'as fait 1 an chez Chanel, en boutique en tant que sales, ça? Ouais, assistante manager et sales. Ensuite, t'as intégré le Lyon. Exactement. Ensuite, à Le Lyon, tu as créé la première asso de luxe de Le Lyon qui s'appelle Luxem, qui est toujours en vogue aujourd'hui. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est là qu'on s'était rencontrés, je crois, la première fois. Tu vas me dire si tu t'en souviens juste après. Ensuite, tu as commencé ta carrière dans le luxe chez Louis Vuitton. Exactement. Stage dans le retail. Oui. Et ensuite, tu as bifurqué, tu es allé dans le merchandising. Alors, vous inquiétez pas si vous ne savez pas ce que ça veut dire. On va aller creuser pour essayer de comprendre véritablement ce que c'est. Et aujourd'hui, du coup, tu es manager en CDI depuis 3 ans chez Louis Vuitton dans cette branche du merchandising. Exactement. Et voilà. Ça te suffit ou tu as des choses à rajouter? Non, ça me semble un bon résumé. Ok, parfait. On va commencer avec notre petite rubrique habituelle. C'est la rubrique vrai ou faux, je sais pas. Ok, ça marche. Mais voilà, donc je vais te poser des petites questions et tu me dis à chaque fois. Allez. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Ok. Travailler dans des grandes maisons de luxe, c'est réservé aux passionnés de mode? Non. Ok. Les gens qui vont travailler dans le luxe, c'est pour avoir des prix sur les sacs et les chaussures? Pas que.
Quand tu travailles pour Louis Vuitton, ça te donne accès à tous les défilés, les créateurs, les événements mondains, etc. Non, non, ça donne pas accès à tout. Ok. Quand tu travailles dans une grande maison de luxe, il y a pas mal de pression. Ta vie, c'est un peu ta boîte. Pas forcément. Ok. Le luxe, c'est un monde de femmes. Non, Plus facile de réussir dans le luxe quand t'es une femme. non plus. Ok. On gagne beaucoup moins dans le luxe que dans les autres branches, type conseil, finance, etc. Ça dépend. Ça dépend, ok. C'est difficile de trouver un CDI dans le luxe aujourd'hui. Dans les grandes maisons, type Louis Vuitton, Chanel, Est-ce que c'est difficile peut-être plus difficile C'est qu'avant. je dirais pas que c'est facile, Ok. mais je pense pas que ce soit particulièrement difficile. Ok. Je pense pas que ce soit plus difficile que dans une autre industrie. Ok, je te dirai pourquoi j'ai dit ça Ok. après. Les grandes maisons de luxe ne rémunèrent pas beaucoup parce qu'elles considèrent que c'est une chance de travailler pour elles. Faux. Ok. Dans les maisons de luxe, il y a beaucoup de compétition, d'ego. L'ambiance est pas ouf, c'est les clichés qu'on entend souvent. Alors, de la compétition, probablement. Interne, peut-être. De l'ego, peut-être. Mauvaise ambiance, non. Ok. Et dernière question. 3200 € pour un sac Louis Vuitton, c'est trop cher? Non, c'est le juste prix. Ok. On avait eu un précédent, on avait posé la question, ils nous avaient dit exactement la même chose. Donc, c'est parfait. Donc, si tu veux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer un petit peu chronologiquement. Ouais. Tu viens d'où, Hazel? Je viens d'où? Écoute, j'ai grandi en région parisienne, à Saint-Germain-en-Laye. Ok. Voilà, Enfin, enfance, adolescence, somme toute classique, j'ai envie de dire. Mon père est anglais, ma D'accord. mère est française, d'origine guadeloupéenne. Ok. Et voilà. Martinique. Ah, c'est vrai? On n'est pas loin. Ouais. Mais voilà, et ensuite, j'étais dans un lycée, j'ai été dans un lycée privé Ok. pour justement pouvoir accéder à une section bilingue. Comme mon père est anglais, ça tenait vraiment énormément à cœur de mes parents que j'ai une partie de mon éducation en anglais. Ok. Donc c'est vrai que j'ai eu cette chance depuis le début de mon parcours scolaire de parler anglais. Donc, avant d'arriver dans le luxe, Louis Vuitton, Lyon, Ouais. tu sors du lycée, t'as ton bac. Ouais, T'as fait un bac quoi? j'ai fait un bac ES. ES. Je sais que ça n'existe plus, j'ai l'impression d'être un Ouais, dinosaure. ouais. Mais Bon, voilà, si j'ai fait un bac t'inquiètes, ES. Ça n'existe plus à Skip. mais- Économique et social, voilà, pour ceux qui ne savent pas, qui sont Ok. trop jeunes. Et de base, tu te destinais à quoi? Tu voulais faire quoi? Alors, en fait, quand j'étais au lycée, je pense qu'un peu comme tous les jeunes de 16, 17, 18 ans, je sais pas, j'avais cette curiosité de ouf sur le monde qui nous entoure et un peu ce truc en moi de, je sais pas, j'avais envie de quelque part changer le monde, enfin, tu vois. Et donc, c'est vrai que je me suis dirigée plutôt vers les relations internationales au début. D'accord. Donc, en sortant du lycée, je me suis orientée vers un bachelor en relations internationales Ok. en Angleterre, justement, parce que j'avais envie de me rapprocher un petit peu de mes origines, parce que même si je suis anglaise, j'avais pas eu l'occasion de vivre réellement en Angleterre. J'y vais souvent, bien sûr, pour voir ma famille, mais j'avais jamais vraiment vécu là-bas. Ok. Donc, j'avais non seulement envie de vivre en Angleterre pour découvrir vraiment cette partie de mon identité de manière un petit peu plus approfondie, on va dire, et j'avais envie de faire des relations internationales. Et le système universitaire là-bas, il est super quali. Donc pour moi, c'était un petit peu une évidence de me diriger vers ce bachelor en relations internationales à l'époque. T'avais déjà une idée en tête d'un métier précis ou non, tu dirais que tu trouverais sur le Honnêtement, j'avais pas d'idée de métier précis. Ok. C'était vraiment le domaine qui m'intéressait le plus. Je pense que j'avais aussi au lycée beaucoup besoin à ce moment-là d'émancipation. Enfin, je dis que j'avais envie de Qu'est-ce qui s'est découvrir passé au lycée, Adèle? Vas-y, dis. Non, mais je Ça, dis que j'avais envie de découvrir une facette de mon identité, mais en fait, j'avais aussi envie, voilà, de déménager de chez mes parents, être plus indépendante, etc., Ouais. etc. Et c'est vrai que le fait d'aller en Angleterre, tout de suite, j'avais ma petite vie de mon côté à construire, et c'était un peu une bascule dans ce sens-là, on va Ok. dire. Et donc alors là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'après... Ah, quoique... Ouais, c'est... Ouais, en fait, c'est pendant mon bachelor, Ouais. en relations internationales, qu'au bout d'un moment, c'est vrai que plus les mois, les années avancent, je me rends compte que les débouchés, c'est pas forcément des métiers dans lesquels je me projette. Et j'avais en parallèle une autre passion, entre guillemets, qui était vraiment la mode. Ok.
Et en fait, je sentais que, tu vois, par rapport aux débouchés qu'on peut avoir dans les relations internationales, même si je suis pas du tout experte dans le domaine du coup, parce que je me suis très vite réorientée, c'est beaucoup de la politique, des institutions. Et moi, je sentais que j'avais besoin de quelque chose de plus terre à terre. D'accord. Et c'est sûr que s'orienter vers le business, c'est plus, on va dire, terre à terre, dans le sens où, je sais pas, même rien que la notion de chiffre d'affaires, bon, bah, voilà, soit tu fais du chiffre d'affaires, t'es en croissance, etc., soit t'en fais pas. Enfin, c'est très terre à terre dans ce sens-là. Et puis pour y arriver, tu mets en place des plans d'action, etc., etc. Et en fait, quand tu étudies les relations internationales, tu te rends compte de l'étendue, de la complexité de ce qui se passe dans ce domaine-là. Et donc, du coup, on est beaucoup moins dans ce truc où, tu vois, évidemment que tu es dans l'action ou quoi que ce soit, mais c'est pas aussi facile, quelque part, que... Ouais. Puis ça matchait plus aussi avec ton tempérament et je ce pense. que tu recherchais. Ouais, exactement. Et donc du coup, m'apercevant que j'allais finalement pas forcément m'orienter dans un métier en lien avec les relations internationales, ce que j'ai fait, c'est que pendant ma 2e année, j'ai pris en plus une option en management. Ok. Pour déjà commencer à étendre, on va dire, mon horizon et m'orienter plus vers le côté business. Et je savais déjà à l'époque que si j'allais plutôt côté business, ce serait plutôt dans l'industrie de la mode et du luxe. Ok. Pourquoi Parce que... Toujours ce côté mode ou... Au début, ce côté mode, mais ce côté luxe aussi m'a très vite attirée parce qu'il y a quelque chose dans le luxe de l'ordre de l'excellence que je trouve assez fascinant. C'est-à-dire que non seulement tu vas vouloir proposer le produit le plus parfait possible, le plus excellent qui soit, c'est le propre du luxe, mais aussi dans le côté business, c'est très exigeant comme milieu, il faut performer, donc un peu l'excellence dans toutes les facettes un peu de cette industrie m'attirait beaucoup. Donc tu te dis à ce moment-là, comment on arrive vers Chanel à ce moment-là ? Alors, donc à ce moment-là, donc je me dis, ok, bon là, je sais que je veux travailler dans le luxe. Okay. Je sais pas trop quels sont les steps d'après. Et en fait, au détour d'une conversation un petit peu au hasard, c'est-à-dire que donc, j'étais à l'université d'Exeter en Angleterre. Okay. Et un jour, pour des vacances, je rentre à Paris. Et je suis assise, des vols Exeter-Paris, il n'y en a pas 10 000. La plupart des gens dans ce vol, la plupart des gens dans ce vol, c'est des étudiants qui rentrent eux aussi à Paris, qui sont français. Et je suis assise à côté d'un étudiant et on parle un petit peu d'après, parce qu'on est en 2e ou 3e année, je ne sais plus. Et il commence à me raconter dans le détail, lui, quel est son projet, comment il va réussir, comment il va tenter les grandes écoles après son bachelor. Okay. Il me parle vraiment de tous les concours passerelles et tout, et moi je lui pose plein de questions. Je connaissais pas du tout cette voie en fait, c'est pas quelque chose que j'avais forcément imaginé. Et donc là, vu qu'il m'explique en fait qu'il y a cette voie possible, ça devient un petit peu évident pour moi qu'en fait, pour atteindre un poste que j'aimerais atteindre plus tard, en fait je vais faire ça. Je vais faire des concours passerelles, admission sur titre et tout, pour aller en école de commerce. Mais cela dit, c'était un peu trop tard, c'est-à-dire que j'étais déjà en 3e année et tout. Et donc je me dis en fait quand je rentre en France, mon temps je vais vraiment l'utiliser judicieusement. Donc je vais prendre 1 an où je vais travailler mes concours. Okay. Et en parallèle je vais acquérir une expérience professionnelle. Et donc à cette époque-là, j'examine un peu les cordes que j'avais à mon arc. J'avais cette opportunité de faire un stage, okay. D'être conventionnée. Et c'est vrai que je vais sur toutes les offres de stages des grandes maisons de luxe et tout, et je m'aperçois quand même, pour la plupart des stages corpo, qu'il faut un master. Ah ouais ? Chose que j'avais pas, parce que j'étais en bachelor. Donc j'essaye un petit peu de réfléchir et tout, et quelle corde j'avais à mon arc. J'avais beaucoup fait de jobs étudiants où j'étais hôtesse, okay. dans des boutiques de luxe, chez Cartier notamment. Okay. J'étais bilingue. Et en me renseignant, parce que j'avais beaucoup de recherches aussi du coup sur cette industrie, je m'étais vraiment rendu compte de l'importance du retail, okay. De l'expérience en magasin, de l'expérience du floor. Et je me dis, moi je connais un petit peu en fait le magasin parce que j'ai été hôtesse. Je parle anglais, c'est le minimum requis, on va dire, pour travailler dans une boutique de luxe à Paris. Okay. Donc je me dis, en fait, je vais tenter ma chance dans un stage plutôt en magasin, même si initialement,
un peu comme tous, quand on rêve d'une carrière dans le luxe, on se dit on va faire un stage en marketing, etc. Ouais. Initialement, je rêvais ça, mais j'étais un peu lucide aussi par rapport à mes expériences et Ok. par rapport à mon niveau académique. Et donc, je me dis, ok, je vais tenter d'avoir une expérience en magasin. Et donc, je tombe sur cette offre de stage chez Chanel Tu l'as trouvé comment? sur Internet. Sur Internet, Ouais, tu cherchais... j'ai quadrillé tout Internet, tous les stages possibles et imaginables à cette époque-là. Ok. On va voir tout à l'heure des petites stratégies peut-être que tu as eues et tout. Ouais. Donc je postule. Je me fais rappeler par Chanel. J'avais postulé à plein de trucs, mais il n'y a que Chanel qui me rappelle. Et là, j'étais refaite. Je crois que je suis revenue à Paris pour l'occasion. Genre, Ok. voilà. Et je passe les entretiens, etc. Et c'est vrai que du fait que je connaissais la réalité des magasins à travers mon job étudiant, Ok. je pense que ça m'a beaucoup aidée dans mes entretiens. D'accord. Le fait que je parlais anglais, j'ai eu un petit test d'anglais, évidemment, quand tu es en magasin, il faut vraiment savoir parler anglais. Ok. Et je parlais mieux anglais que la personne qui m'interviewait, donc je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup aidée. Et donc, j'ai été retenue pour un stage en tant qu'assistante manager des ventes chez Chanel, D'accord. en plus, qui plus est, au 31 rue Cambon, donc la boutique historique de Chanel. Enfin, j'aurais pas rêvé meilleur stage. Et en fait, avec du recul, je pense que c'était genre le meilleur stage de ma vie. Ah ouais. J'ai adoré, mais Alors, vraiment. Pause 2 secondes avant de comprendre pourquoi. Tu as dit que tu avais été hôtesse d'accueil chez Cartier. Ouais. Comment on devient hôtesse d'accueil chez Cartier? En fait, il y a beaucoup de boîtes qui sont un peu des prestataires justement de ces magasins de luxe Ok. qui embauchent en fait des étudiants, des étudiantes pour faire des jobs d'hôtesse. En fait, c'est assez facile de trouver un poste en tant qu'hôte et hôtesse. Il suffit voilà, de y a bien des savoir sites se présenter. Pour ça. Oui, il y a tout un tas de sites. Sur Fashion Jobs, il y a plein de... Ok. Il y a plein d'offres, notamment qui relayent ces postes pour être hôte et hôtesse. Et moi, en l'occurrence, j'ai été hôtesse dans une boutique de luxe, mais par exemple, là, c'est la Fashion Week à Paris, justement. Il y a beaucoup de travail d'hôtes et d'hôtesses qui émergent pendant les Ok. Fashion Week, que ce soit pour accueillir dans les défilés, dans les backstage. Enfin, voilà. D'accord. Ça peut être effectivement un petit moyen de mettre le premier pied dans ce monde-là. Ouais, tu penses que ça peut être vraiment un bon début quoi, pour une carrière C'est que quand on n'a pas encore eu la chance d'avoir une expérience dans une maison de luxe ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'il faut bien commencer quelque part. Ouais. Et c'est un peu entrer par la petite porte. En plus, tu fais des sous. C'est assez flexible parce que typiquement, là, imaginons t'es étudiant, tu chopes une mission d'une semaine pendant la Fashion Week. Voilà, ça te renfloue un petit peu les caisses. T'es engagé pour une semaine. Et puis après, t'es dans les... En fait, tu es dans les contacts de la boîte. C'est-à-dire Ouais. qu'ils t'appellent quand ils ont des missions, ils te les proposent, etc., etc. Tu peux dire oui, tu peux dire non selon tes dispos. Mais ouais, je pense que ça peut être un bon moyen de mettre un premier pied dans ce monde-là et avoir finalement des choses à revaloriser derrière. Ok, alors, on revient sur Chanel. Ouais. Meilleur stage de ta vie, tu as dit. Mais il faut savoir que j'ai adoré. Donc, le titre Cette exact, expérience. c'est assistant management des... J'étais assistante manager des ventes. assistante manager des ventes. Ouais. Ok, donc déjà, concrètement, tu faisais quoi? Donc très concrètement, j'étais... il y a différents types de managers, et notamment les managers des ventes. Donc c'est eux qui s'occupent vraiment de la force de vente, des vendeurs. Et très concrètement, ce que je faisais, un des trucs préférés que je faisais, c'est que je faisais les morning briefs. Les morning briefs. Ouais. C'est quoi? Alors en magasin, un magasin de luxe, tous les matins, il y a un morning brief Ok. où... ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être, par exemple, le lancement d'un nouveau produit. Et donc, on en parle pendant le morning brief. On dit aux vendeurs, voilà, il y a cette nouvelle collection qui est sortie. C'est animé souvent. Ok. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, quand il y a une nouvelle collection qui sort, il peut y avoir des petites animations du style, en fait, tu as deux vendeurs qui font un look avec la nouvelle collection. Ça permet aux vendeurs, tu vois, de s'approprier de la collection, de savoir en parler, etc. Ça peut être des points sur l'expérience client. Il y a souvent du mystery shopping, donc on peut partager les résultats, par exemple, des derniers mystery shopping. Ça peut C'est être... quoi les mystery shopping? Mystery shopping, c'est en fait pour monitorer la qualité de l'expérience client Ok. dans leur magasin. Les marques de luxe font appel à des mystery shoppers. Donc, c'est des personnes qui vont tout simplement se faire passer pour des clients et noter leur expérience à l'aide d'une grille très précise qu'ils reçoivent. Et n'importe qui peut faire ça?
peut être mystery shopper? Oui. Bah, je pense. Honnêtement, je sais pas trop qui sont ces personnes. Du tout ce. Et bah écoute, je pense pas que ce soit un job à plein temps. Hein. Non, Parce que je pense qu'une fois que t'as fait le tour de Paris, Mais c'est payé? bien sûr que c'est payé. Ouais. C'est comme des sortes de. Comment on appelle ça pour la. Des critiques Ouais, des critiques pour la gastronomie. Ouais. Quelque part, ouais. Ok. Comment on fait pour devenir ça? Mais je sais pas. Moi, j'ai jamais été côté mystery shopper. Ok. Mais par contre, c'est vrai que c'est marrant parce qu'à l'époque, chez Chanel, les mystery shoppers, mais on les voyait venir à 10 000. Ah ouais? Et du coup, nous, à Cambon, on avait des notes de discrets. ouf parce que. Non, mais il y a des petits. Voilà, tu les repères. On avait des notes de ouf parce que du coup, on leur faisait la totale et tout. Enfin, c'était un jeu, quoi. Comment on. Bon, on va les griller. Comment on repère un mystery shopper? Bah écoute, il te pose des questions que naturellement un client pose pas forcément. Genre, tu vois, s'il te dit c'est quoi l'histoire de ce produit? Pour genre que tu fasses du storytelling, bon. Ok. La réalité, c'est que quand tu as des clients toute la journée, tu te rends bien compte qu'il y a peu de clients qui disent ah, et c'est quoi l'histoire du produit? Mais ouais. Donc, puis voilà, finalement, tu les repères quoi. Ok, je vois. Mais donc voilà, ça pouvait être ça pouvait être un point sur la performance de ces derniers mois. Enfin, honnêtement, c'était hyper varié. Mais j'aimais vraiment beaucoup ce côté où on mobilise un petit peu tout le monde, on commence la journée, tu vois. Ok. Qu'est-ce que je faisais d'autre? J'étais beaucoup sur le floor, j'aidais les vendeurs quand ils avaient besoin de moi. Je gérais un petit peu le flux. S'il y avait besoin de plus de vendeurs dans tel endroit, c'était un peu moi qui étais en charge d'aller en chercher ailleurs. Je m'occupais de la formation des nouveaux vendeurs aussi. Okay. Donc, quand un nouveau vendeur arrive, par exemple chez Chanel, il y a tout un tas de codes de la maison qu'il doit apprendre, des parcours de learning qui sont très précis et qui sont créés par tout un département learning. Et donc, c'était moi qui étais en charge de leur apprendre tous ces codes-là et de leur faire le suivi de ce parcours. Et toi, tu as dû les apprendre du coup? Oui, moi je les ai appris, ouais. Ok, c'est-à-dire que quand t'es arrivé, on t'a formé. Ouais. Ok. Ouais. Qu'est-ce que je faisais d'autre? Enfin, en fait, il n'y avait vraiment... aucun jour qui se ressemblait. Ah ouais, il y a vraiment beaucoup de choses. Ah oui, il y a beaucoup de choses. Mais ce que j'ai adoré, je pense, c'est que dans le retail, en fait, il n'y a aucun jour qui se ressemble. C'est-à-dire que tu arrives le matin, tu peux pas savoir à quoi ta journée va ressembler parce que ça dépend des clients qui vont rentrer. Okay, ça dépend de... C'est ça le retail, parce qu'on entend souvent ce mot, mais ça veut dire quoi concrètement, retail? Donc le retail, c'est vraiment les magasins. D'accord. T'es pas forcément en magasin, tu peux être aussi au siège et t'occuper des magasins. D'accord. Mais le retail, c'est tout un département qui va s'occuper de tout ce qui se passe autour vraiment du magasin. Ok, d'accord. Et c'est marrant parce que là, tu m'as dit qu'en tant qu'assistante manager de sales... ouais. C'est bien ça. Hein. Assistante manager des ventes, ouais. Des ventes, oui. École de commerce. Oui. Je me serais attendu à ce que tu accompagnes par exemple juste les vendeurs et pas que tu fasses autant de choses différentes, quoi. C'est très varié, il se passe beaucoup de choses dans la vie d'une boutique. Donc oui, il y a plein de différents aspects qu'on soupçonne pas. Et on t'a appris à vendre, vraiment? Ou pas? Alors, du coup, pendant mon stage, j'ai vu les vendeurs à l'œuvre. J'ai beaucoup assisté des vendeurs aussi. Est-ce qu'on m'a appris à vendre? J'ai appris ce que c'était Ouais, tu vois, j'ai compris ce que c'était qu'une cérémonie de vente, etc. Et justement, du coup, donc en parallèle, je travaillais mes concours passerelles pour les écoles de commerce. Et donc, pendant mon stage, donc, j'ai obtenu ma place à l'UM Lyon, etc. Okay. Mais en fait, il me restait 6 mois à la fin, parce que mon stage durait 6 mois, et il me restait 6 mois. Et en fait, assez naturellement, vu que le stage s'est super bien passé, et c'est aussi... Enfin, j'ai fait plein de choses, parce que du coup, au fur et à mesure, mes managers m'ont fait beaucoup confiance sur différentes missions et tout. Et en fait, assez naturellement, à la fin de mon stage, j'ai demandé justement, là, cette fois-ci, à passer en CDD, en vente. Et ça s'est fait assez naturellement. Donc j'ai vraiment fait 6 mois où j'étais assistante manager et 6 mois où là j'étais vraiment vendeuse. Et là pour le coup j'ai appris à vendre. Ouais. Ok. Tu faisais quoi en tant que sales du coup, vendeuse en magasin? En tant que vendeuse du coup je recevais les clients. Ok. Et je leur vendais des produits Chanel. Mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous avez un process particulier où on vous dit ok, alors un client il rentre, vous devez l'accueillir de telle façon, mais il y a une part d'improvisation aussi, vous apprenez sur le tard, comment ça fait? Il y a une cérémonie de vente. D'accord. Et justement, c'est ça que les mystery shoppers viennent évaluer. D'accord. Je te cache pas que je me rappelle plus exactement quel était le process, mais
voilà, tu accueilles le client, tu lui fais visiter la boutique, tu lui demandes ses envies. Il y a des questions aussi qu'on t'apprend pour apprendre à connaître le client, comprendre ses envies, etc. Il faut absolument faire du storytelling. Tu proposes à boire, enfin voilà, tu le mets vraiment à l'aise. C'est vraiment un truc d'expérience. Ouais, c'est hyper important l'expérience en magasin. Ouais. L'expérience client, c'est clé. Une petite question sur ce stage. Enfin, stage puis CDD. Ouais. Justement, est-ce que tu as vécu une différence véritable entre assistante, manager de vente et après être vendeuse? Lequel tu as préféré entre les deux? Est-ce que c'était dans la continuité? C'était pareil? C'était aussi bien? Oui, c'est quand même différent. Entre être vendeur et assistante manager, c'est pas la même chose. J'ai préféré être assistante manager et j'ai énormément d'admiration pour les vendeurs parce que c'est vraiment pas facile comme métier. Il faut... je sais pas, je pense que c'est quelque chose qui est dans la personnalité, mais il faut avoir énormément de patience, il faut aimer les gens, aimer recevoir les gens, avoir ce côté vraiment naturellement. Et bah écoute, je n'aime pas tous les gens, voilà, désolée, mais... Azel, elle sourit là, mais avant d'arriver, elle faisait la gueule, je rigole. Non mais voilà, faut vraiment avoir le sens du contact, le sens du service. C'est pas forcément facile, t'es debout toute la journée. Ah oui, ok. Tu t'as pas forcément tes week-ends. La plus grosse journée, c'est le samedi. Bah oui. Okay. Ah oui, tu travailles le samedi et le dimanche. Pas tous les samedis et tous les dimanches, mais tu travailles la plupart des samedis, parce que c'est là où on a le plus besoin de vendeurs, parce que c'est là où il y a le plus de trafic. Donc ouais, c'est un métier fatigant. Moi, j'ai énormément d'admiration pour les vendeurs. Mais j'ai préféré ce côté plus côté managérial qui était hyper humain, dans le sens où non seulement tu as la dimension l'humain vis-à-vis du client, mais tu as aussi la dimension humaine vis-à-vis des vendeurs et de toutes les personnes qui travaillent aussi autour des vendeurs. Mais ouais, okay. j'ai adoré ce stage parce que c'était chaque jour une nouvelle aventure. Et je sais pas si tu te souviens des rémunérations en tant que stage et après CDD là-dessus. Stage, je pense que c'était assez classique. Honnêtement, je me rappelle plus. Mais tu sais, c'était il y a longtemps. Hein. Ouais. C'était genre, je sais pas, en 2018, 2019, je sais plus. Même avant, je crois. Je sais plus. CDD non plus, tu te souviens plus? CDD, c'était pas mal. Hein. Enfin, en tout cas, c'était la première fois que je gagnais autant. Ok, parce que je me dis, généralement, les sales sont plutôt bien payés, je crois. Ouais. Dans les différentes industries, mais justement, dans le luxe, je savais pas trop. Franchement, c'était la première fois que... Enfin, j'étais vraiment... Tu vois, je m'en rappelle, je sais plus exactement combien je gagnais, mais je me rappelle que j'étais fière de moi, à 22 ans, d'avoir mon petit revenu comme ça, d'être indépendante. 2000, 2005, 3000 ? Ah non, je pense qu'on était autour des 2000. Ok. Un peu moins même, peut-être. Mais en même temps, j'avais pas d'expérience. Oui. Hein. Ouais. Donc, c'était déjà pas mal. Premier salaire, Ouais, tu vois. Puis j'habitais encore chez mes parents, donc c'était une situation confortable quand même. Tu faisais quoi tes premiers salaires, typiquement? Est-ce que tu étais du genre à aller cramer directement premier sac, ou bien plutôt toi t'es plus ok, on va coffrer? Alors j'avais un petit peu mis de côté pour justement l'école, mais j'avoue, je suis dépensière. Je dois l'admettre. On fera un point sur ça tout à l'heure, ça va être drôle. Ok, donc t'as le M Lyon, après ça. Ouais. C'est l'école où tu connaissais un peu les classements, etc. Tu voulais la meilleure école, ou comment ça se passait? Ouais, je voulais la meilleure école que je pouvais avoir, et en l'occurrence c'était le M Lyon, donc je suis super contente. Ok, donc t'es contente d'arriver à le M Lyon. D'accord, donc t'arrives à le M Lyon, ambiance, école de commerce. C'est quoi ton expérience au début? Comment... Expectation versus reality. Ouais. Honnêtement, encore une fois, c'est ce truc, je savais pas trop à quoi m'attendre, pour être honnête. J'avais d'ailleurs des potes qui étaient vraiment beaucoup plus renseignés que moi, qui eux aussi ont fait les concours passerelles, mais j'avoue, je savais... honnêtement, je n'étais pas au courant du week-end d'inté. Ah oui, c'est-à-dire que j'étais vraiment à l'ouest, quoi. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée... Il y a toute une population quand même en école de commerce qui vient de la prépa. Ouais. Et c'est vrai que moi, ayant fait 3 ans de bachelor, ayant ensuite travaillé pendant 1 an, c'est sûr que j'avais pas forcément les mêmes aspirations. Puis, comme je disais, je savais pas trop ce que c'était que l'ambiance école de commerce. Donc, beaucoup de découvertes quand je suis arrivée. Mais j'avais vraiment, même si j'étais un peu en décalage avec certaines autres personnes, j'avais vraiment envie de faire, d'en profiter au maximum.
C'est-à-dire que c'est quand même un investissement considérable. Et je voulais un retour sur investissement. Donc, je me suis dit... j'ai fait tout ce que j'ai pu pour m'intégrer le plus possible. Et notamment, quand j'ai découvert justement tout cet univers associatif, c'est là que m'est venue l'idée de créer Luxem. Ok. Qui est l'association de luxe de Le Mion. Exactement. Et en fait, c'est vrai que donc, j'ai découvert tout cet univers associatif, qui est d'ailleurs très puissant. J'étais franchement un peu sur le cul de tout ce que ces assos mettent en place. Mais il n'y avait pas... on trouve tous son asso par rapport à soit là où on a envie de s'orienter, soit son centre d'intérêt, etc. Et il n'y avait pas cet asso qui traitait vraiment de l'industrie du luxe. Il y avait rien. Je crois qu'il y avait l'asso mode. Oui, il y avait dress code, je crois. Oui, il y avait dress code, mais dress code, ils étaient plus axés très mode et plus côté création. Ouais. Donc il n'y avait pas vraiment ce côté luxe business, en tout cas, à l'époque. Et je me suis dit, mais c'est fou parce qu'on est quand même dans une grande école française. Je veux dire, l'industrie du luxe, c'est quand même une industrie absolument majeure en France. Donc en réalité, ça aurait toute sa place dans cet écosystème. Donc c'est pour ça que j'avais eu envie de créer cet asso. Okay. J'ai très vite trouvé des gens qui étaient hyper partants parce qu'eux aussi étaient hyper... s'orienter là-dedans. Ok. Voilà. Des gens, des élèves, des ouais, camarades, quoi. Okay. Exactement. Après, vous avez fait quoi? Vous êtes allé à l'administration, vous avez dit, écoutez, on veut monter une asso. On est allé à la Corpo. Ok. La Corpo, la fameuse. Donc, c'est l'asso qui est en charge des assos. D'accord. C'est l'asso des assos, quoi. Ok. Et donc, on est allé à la Corpo et on a dit, bah voilà, nous, on a ce projet. Donc, voilà, il faut faire tout un dossier. On a fait tout un dossier. On avait plein d'idées d'events. Donc, voilà, ils ont validé notre concept. Ils ont dit oui tout de suite? Alors, oui, tout de suite, non. C'est tout un process. Hein. Okay. Ça date un peu, donc je ne me rappelle pas exactement de tout, mais c'est tout un process, tout un dossier à monter. Et voilà, pour montrer que tu es sérieux, pour montrer qu'il y a des choses à mettre en place, que ça va apporter une valeur ajoutée à l'école et aux étudiants, et aussi que ça ne marche pas sur les plates-bandes des autres assos. Et c'est là que tu m'as parlé de dress code. Ça a été... Ah ouais? Ouais. Il y a eu des petites frictions? Ouais, bah écoute, à l'époque, ils n'étaient pas très contents de nous voir débarquer. Mais on a vite su trouver un peu notre axe. Nous, on était vraiment là pour le business, si tu veux. Okay. Et eux, ils étaient plus orientés création, donc c'est comme ça qu'on a trouvé un terrain un peu complémentaire, on va dire. Et comment ça se passe au début, la construction justement de ce business, alors que tu es étudiante en école? T'aurais pu te dire, je vais profiter des soirées, je vais chill. Non, toi, donc, de ce que j'ai compris, c'est que tu voulais un retour sur investissement. Exactement. Et est-ce que dans cette vision d'aller cette vision business vers le luxe, c'est dans l'idée de te faire du réseau aussi ou Mais complètement. Ouais. Non, mais parce que tout le monde disait le réseau, en école de commerce, le réseau, bah, ok, let's go. Donc c'est aussi pour ça, ouais. C'est aussi un petit peu dans un coin de ma tête pour me faire du réseau, pour être un peu, tu vois, disons que s'il y avait des étudiants à l'époque qui étaient intéressés par l'industrie du luxe, ils gravitaient plus ou moins autour de Luxem, que ce soit pour venir à nos événements, pour même être membre de l'asso. Enfin, du coup, il y avait un groupe un peu identifié quelque part de personnes qui sont intéressées par cette industrie, quoi. J'étais plus ou moins intéressé par ça. C'est là que je t'ai connu. Je sais plus ce que c'était. J'avais participé à un événement. D'ailleurs, fun fact, j'étais venu tout seul. C'est vrai? Ouais, j'avais proposé à Kémil. D'ailleurs, c'est pour toi, Kémil, qui n'avait pas voulu m'accompagner à l'époque, parce que il avait pas nécessairement envie de s'orienter là-dedans. Et c'était hyper bien ficelé. Et je me souviens que tu avais très à cœur d'expliquer, de relater tes expériences de stage, etc. Tu passais beaucoup de temps individuellement avec chaque personne pour leur expliquer, je me souviens. Ouais. Alors que t'en avais d'autres qui étaient un peu plus sur le bar ou des trucs comme ça, mais toi, t'étais vraiment impliqué. Ouais, je pense que c'est vrai qu'on a fait pas mal d'événements autour du partage d'expérience. Parce qu'en fait, dans une école de commerce, il y a plein d'étudiants qui ont des expériences différentes et on peut tous s'enrichir des expériences les uns des autres. Et ça peut donner des outils à chacun, effectivement, pour là où il va après, quoi. Donc, ouais. Bah, si tu veux, je peux te dire pourquoi moi j'étais intéressé. Ouais, j'aimerais savoir. Et pourquoi ça l'a pas fait finalement. Je crois qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles j'étais intéressé par le luxe. Déjà, un peu comme toi, j'aimais bien la mode, m'habiller, côté estime, etc. Et je pense que aussi, et je pense que c'est la majorité des gens, il y a ça aussi, c'est le côté, le luxe est stylé.
Tu sais, c'est un peu superficiel comme réaction, mais il y en a beaucoup, c'est ça, tu te dis, ah ouais, Louis Vuitton, Chanel, les grands trucs, c'est stylé sur le papier, tu vois. Donc, il y avait ça, mais il y avait certaines choses qui me dérangeaient. Je sais qu'il y avait beaucoup aussi de termes, genre de métier, retail, merchandising, tout ça. Ça me parlait pas. Ouais. Il y avait aussi la question, on y reviendra tout à l'heure, mais la question argent aussi. Il y avait aussi des clichés, comme on a dit, où le luxe, ça paye pas, etc. Et moi, c'était un peu mon... Enfin, c'était important, tu vois. Ouais, bah oui. Et mon premier stage, j'ai failli le faire dans une maison de luxe. Mais à ce moment-là, j'étais dans mes trucs d'entrepreneuriat et je faisais du marketing d'influence. Donc j'étais négociateur marketing d'influence Ok. en indépendant. Et j'ai eu un choix à faire entre aller faire ce stage-là ou rester. Et comme je Ouais. faisais déjà de l'argent d'un côté, bah Je comprends. non. Mais ouais, il y a un monde où j'aurais pu, si j'étais resté dans une vision corpo, Ouais. j'aurais pu m'orienter vers le luxe. Ok. Donc ouais. Mais du coup, toi, après EM Lyon, puisque tu avais déjà... est-ce qu'avec justement Luxem, tu avais déjà des pieds dans un peu les Ben, différentes maisons, ou en tout cas avec certains acteurs? Ton bah, premier c'est stage, sûr comment tu le trouves? Alors, c'est sûr que l'UXM, ça m'a permis d'accéder à certaines personnes. Après, bon, moi, j'étais l'année où il y a le Covid aussi, donc forcément, ça nous a mis des bâtons dans les roues par Ok. rapport à tout ce qu'on voulait faire. Mais en fait, il faut savoir qu'avant de rentrer à l'EM, je savais exactement quel stage je voulais faire. Ah ouais. Ouais. Je savais déjà que je voulais faire un stage en retail performance chez Louis Vuitton. Ok. Ouais. Ah oui. Ouais, ben oui, parce qu'en fait, du coup, j'avais cette expérience du retail, mais sur le terrain. Ok. Et je me suis dit, mais c'est parfait, genre, quand je vais arriver à l'EM Lyon en master, je vais faire un stage qui va me permettre de prendre un peu de recul stratégique sur ce que j'ai vécu en magasin. Ok. Et pourquoi chez Louis Vuitton? Bah, tout simplement parce que Louis Vuitton a le réseau retail le plus puissant de l'industrie. Ok. Je crois pouvoir dire sans me tromper qu'on a le plus gros réseau de magasins en propre, c'est-à-dire de magasins Louis Vuitton. Ok. Et on fait le plus de chiffre d'affaires. On est la marque qui fait, je pense, dans l'industrie du luxe, le plus de chiffre d'affaires. Oui. Donc, pour moi, c'est donc Louis Vuitton qui a le réseau retail le plus puissant. Et je me suis dit, faire de la retail performance chez Louis Vuitton, c'est équivalent à faire de la retail performance dans le réseau retail le plus performant. Et donc, c'est probablement la meilleure école. Et c'est pour ça Ok. que... T'as déjà ton petit plan. Ouais, j'avais déjà mon projet, je savais déjà exactement et tout. Mais du coup, ça allait très vite parce que j'ai moi-même directement, j'ai postulé, bien sûr, sur le site Ok. de Louis Vuitton, De Louis au Vuitton. stage. Mais moi-même, j'ai directement, tu vois, contacté la manager sur LinkedIn. Ok. Ouais, et je lui ai dit, voilà, moi, j'ai trop envie de faire le stage dans votre équipe, etc., etc. J'ai fait 1 an en magasin chez Chanel. Ok. Voilà, je suis allée à Lyon, enfin, voilà. D'accord. Message classique et qui passe. Bah oui. Et en fait, donc on a passé l'entretien et tout. Je suis quand même passée par le process, on va dire, classique de mettre son CV sur le site carrière et tout. Mais quand même, pendant mon stage, elle m'a redit que ça avait un petit peu, quelque part, fait la différence de voir que j'étais autant motivée, que moi-même je la contactais pour faire un stage dans son équipe, etc. Ok, parce qu'il y a beaucoup de gens qui contactent beaucoup de gens sur LinkedIn, Ouais. beaucoup d'étudiants, Ouais. et souvent, bon ben, c'est des messages assez classiques et tout. Est-ce que toi, t'avais fait un message classique ou il y avait quand même une petite pointe de différenciation dans ton message qui fait... Je sais pas. Je sais pas si Alors tu t'en déjà, souviens j'ai pas contacté beaucoup de monde. Hein. J'ai contacté des retail performance managers parce que tu savais chez ce que Louis tu Vuitton voulais. parce que je savais. Donc c'était déjà très ciblé et je savais aussi quelque part que par rapport à ce que j'avais fait avant, ben j'avais j'avais quelque chose à proposer aussi. Enfin, le fait d'avoir fait 1 an en magasin dans le flagship store de Chanel, forcément pour faire de la retail performance, c'est quelque chose. C'est quoi le flagship Flagship store. Flagship store. Un flagship, c'est un magasin, c'est on va dire un des magasins principaux de la marque. Ok. Et en l'occurrence, chez Chanel, c'était le magasin historique 31 Cambon. Donc il y avait vraiment à l'époque Gabrielle Chanel qui foulait ce parquet. Ok. Mais oui, c'est les plus gros magasins, les magasins les plus images, on va dire, et qui incarnent le plus la marque dans son ensemble. Ouais, c'est ça un flagship store. Et D'accord. qui fait le plus de chiffre d'affaires aussi, accessoirement.
Donc, tu m'as dit que retail, du coup, c'était la question des magasins. Donc, il y a certainement des stages qui sont en magasin et Ouais, qu'on nomme retail, mais retail performance, ouais. c'est du coup la. Comment dire ça? C'était pas. Comment dire ça? Tu supervises un peu. Enfin, explique-moi plutôt, ça va être plus simple. Qu'est-ce que c'est retail performance? Donc, retail performance, en fait, quand tu es en retail performance, ton job, donc déjà c'est au siège, c'est pas en Mhm. magasin, c'est pas D'accord. sur le floor, mais ton job, ça va être de monitorer un petit peu la performance des magasins sur plusieurs aspects. Donc, il y a toute une dimension, on en parlait tout à l'heure, expérience client, qui est D'accord. très très important. Donc justement, c'est marrant parce qu'on s'amusait un petit peu avec les mystery shoppers chez Chanel quand j'étais sur le floor. Et là, c'est moi qui faisais toutes les revues justement des résultats du mystery shopping chez Louis Vuitton. Et puis, il y a aussi cette dimension un petit peu plus chiffrée, on va dire. Donc, on monitore aussi la productivité des magasins. D'accord. Donc, est-ce qu'un magasin fait suffisamment de chiffre d'affaires? Quels sont les magasins les plus productifs? Donc, il y a plusieurs façons de mesurer, on va dire, la productivité d'un magasin, mais ça peut être, par exemple, la productivité au mètre carré, tu vois? Genre, combien de chiffre d'affaires fait un magasin de 1000 mètres carrés? Et finalement, même si ce magasin-là de 1000 mètres carrés fait beaucoup plus de chiffre d'affaires que les autres, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un magasin de 400 mètres carrés qui est beaucoup plus productif? Parce Ok. qu'il est plus petit, mais équivalent à sa taille, il fait plus de chiffre d'affaires. D'accord. Et il y a d'autres choses qui rentrent en compte, par exemple le nombre d'employés, même au-delà du nombre d'employés, c'est plus le nombre d'heures travaillées. Enfin voilà, il y a plein de calculs qui te permettent aussi de monitorer ça. Ok. Il y a aussi la part de high-end, donc la part dans les produits les plus exceptionnels qu'on offre, quelle est la part de chiffre d'affaires que font ces magasins sur les produits les plus exceptionnels, c'est-à-dire la joaillerie, l'horlogerie, etc. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux, tu peux dire? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux chez Ouais. Vuitton? Ouais. Je peux dire parce que c'est assez évident, c'est la maroquinerie. Ok. Voilà. C'est une maison maroquinière aussi. Ouais. Oui, c'est pas débile. Ok. Et en fait, dans ton précédent stage, du coup, où tu étais en boutique, on avait Ouais. quand même cette dimension véritablement humaine, tu étais au contact Ouais. des gens, etc. Ouais. Et donc là, tu passes de l'autre côté, Ouais. comme tu as dit, recul, et là, on est sur une vision chiffre. Ouais. Une vision un peu plus... Chiffres, mais aussi une dimension qualitative dans le sens où l'expérience client, c'était une dimension très importante de mon stage. Ok, c'est-à-dire? C'est-à-dire que oui, il y avait des rapports chiffrés sur la productivité des magasins, etc. Mais il y avait aussi beaucoup de rapports sur la qualité de l'expérience client et ça, c'était quelque chose de très très important. Je pense que je passais autant de temps sur la dimension vraiment chiffre d'affaires D'accord. que sur la dimension qualité de l'expérience client. Ok. Donc la qualité de l'expérience client, c'était les rapports de Mystery Shopper j'étais en charge de les consolider et de les palucher, etc. Et aussi beaucoup de verbatim clients, les commentaires que laissent les clients. J'étais en charge d'analyser, de voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. etc. Puis il y avait aussi des projets un petit peu plus ad hoc. Ok. Voilà. Donc, il n'y avait pas vraiment de journée type, un peu comme avantage, où il y avait plus... C'était du 50-50, analyse chiffrée... Si, il y avait Si, il y avait quand même une journée type. La journée type, c'était justement jongler entre ces rapports-là plus chiffrés et les rapports plus expérience client. D'accord. Donc toi, concrètement, t'arrives, tu faisais des analyses, Ouais. des Excel, Ouais, je des suppose. Excel. Ok. Et une fois que tu arrives dedans, parce que c'était ton stage que tu voulais, Ouais. du coup, on l'a vu, tu as postulé, enfin, tu as appelé la manageuse, enfin, tu l'as pas appelé, mais tu l'as contactée, tu as passé les process, tu as été prise donc, dans exactement ce que tu voulais. Ouais. Et donc, pareil, ce que tu attendais versus ce que tu as vu, est-ce que c'était en adéquation avec ce que tu voulais Alors, j'ai adoré ce stage. Je pense que j'ai beaucoup grandi. Mais en fait, il y a un truc qui m'a manqué, que je n'avais pas anticipé. C'est le produit. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais en retail sur le floor, en fait, on est entouré de produits. Le produit, on en parle toute la journée. On le touche toute la journée. On est immergé dans cet univers de la marque. Les collections défilent, on en apprend, on est formé sur les collections aussi pour pouvoir les vendre. Donc en fait, le produit, il était au cœur de mes journées, mais il était très présent. Et en fait,
quand j'ai pris ce recul justement en retail performance, j'avais pas forcément anticipé que la dimension plus collection et plus produit allait s'éloigner aussi. Okay. Parce qu'en fait, en retail performance, tu t'occupes plus du magasin. Tu rentres pas forcément dans les collections. Donc oui, tu regardes la part de chiffre d'affaires sur quelle catégorie de produits, etc. Ouais. Mais tu rentres pas... Enfin, à l'époque, c'était Virgile Abloh, le directeur artistique. Moi, j'avais aucun... ouais. J'avais aucun lien avec ces collections, quoi. Je rentrais pas dans ces collections. Le seul, parfois, lien que je faisais, c'était quand je faisais une newsletter pour tous les magasins. Et là, genre, comme j'étais passionnée de mode et tout, je mettais toutes les photos des collections et tout, mais juste pour décorer. Moi, j'en parlais pas, tu vois, c'était pas mon rôle. Ouais, ok, je vois. Donc, y a ça qui m'a manqué. Et en fait, c'est aussi pendant ce stage-là que j'ai découvert le travail de merchandiser. Ok. Justement parce que le merchandiser, c'est lui qui fait le pont entre le produit et le retail. Ok, d'accord. Et donc j'avais des interactions avec les merchandisers. Alors on va y venir au merchandiser. Pourquoi pas chef de produit du coup, product manager? Parce qu'il aurait manqué l'autre partie du coup à ce moment-là, ça. Pourquoi pas chef de produit? J'ai une affinité pour les chiffres. Okay. Donc c'est plus ça qui m'a orientée vers le merchandising. Ok, retail performance, tu dirais que c'est pour qui? Ou en tout cas pour qui ce n'est pas selon toi? Je pense qu'il faut avoir un minimum connaissance du retail. C'est vrai que moi, tu vois, quand je regardais autour de moi à ma position de stagiaire en retail perf, quasiment tout le monde était déjà passé par le magasin, d'une manière ou d'une autre. Justement, c'est une question que j'avais. J'ai souvent entendu que c'est un peu un passage obligé, justement, quand tu veux construire une carrière dans le luxe, aller en magasin. Même quand tu veux faire d'autres types de branches dans le luxe, apparemment, ce que j'entends. Je sais pas si c'est vrai, du coup, c'est... Obligé, je pense pas, mais ce qui est sûr, ça dépend ce que tu veux faire. On parle de retail performance, je veux dire, dans le job... Dans la job desk, dans le titre, il y a retail. Donc oui, là, c'est un passage obligé. C'est pas possible d'avoir un stage en retail performance si tu n'as jamais fait d'expérience en magasin, si? Je pense pas que c'est impossible. Ouais. Je pense par contre que... C'est pas très pertinent. Non, c'est pas que c'est pas pertinent, mais c'est que être passé en magasin, ce sera une grande valeur ajoutée et que si des candidats à côté ont fait du magasin, peut-être que ce sera une valeur ajoutée versus... Ok. Bon, après, je suis personne pour dire, tu vois, mais c'est sûr qu'en retail, si tu veux faire un métier de retail, oui, il faut passer en magasin, c'est un passage obligé. Après, dans le luxe, moi, je pense à des collègues et tout qui ne sont pas forcément passés en magasin. Après, ce sera toujours une valeur ajoutée. Okay. Parce que quand tu es en magasin, tu apprends à connaître le produit, mais vraiment hands-on, voilà, et tu apprends à connaître le client. Hyper important de connaître le client. Et de comprendre le besoin du client. C'est une très très bonne école, le retail. Ok. Et donc du coup, pour qui ce n'est pas le retail, tu penses? Le retail en magasin ou... on les fait tous. Retail en magasin, je suppose que c'est les gens qui n'aiment pas trop nécessairement le contact. Ouais. Voilà. Il faut avoir le sens du contact, il faut... être souriant, il faut avoir cette un petit peu qualité de... Si vous êtes une personne aigrie, n'allez pas en retail. Non, mais c'est vrai, tu vois, parfois, en fait, t'as juste pas envie, tu passes une mauvaise journée, mais en fait, le client débarque, et tu souris, et c'est show must go on, tu vois. C'est une réalité. La retail performance, donc je pense qu'il faut avoir une petite dimension, petit côté analytique quand même, et en vrai, c'est quand même important de connaître la réalité du terrain. Parce que d'accord, tu as tes rapports de mystery shopper. Imaginons dans un magasin, ça se passe bien. Quelles actions tu vas mettre en place si tu sais même pas comment ça se passe, si tu connais pas. Ouais. Donc je pense qu'il faut avoir un petit peu de connaissance du terrain et voilà. Est-ce qu'en termes de... Peut-être une question bête, mais est-ce qu'en termes de directives, de stratégies que vous implémentez en retail performance, est-ce qu'il y en a tant que ça ou c'est un peu toujours les mêmes choses ou par rapport aux directives que vous allez donner pour améliorer justement les performances en fait, de toute manière, de manière générale chez Vuitton, on est toujours en constante évolution. Donc moi, par exemple, mon stage en retail performance, c'était il y a super longtemps. Je suis sûre qu'un stage aujourd'hui chez Vuitton en retail performance, c'est hyper différent de ce qu'il y avait à l'époque. Mais non, c'est pas toujours la même chose. Il y a toujours des projets, toujours, on veut toujours s'améliorer. Et il y a toujours des projets d'ouverture de magasins. Ça bouge tout le temps. Donc je dirais pas que c'est tout le temps la même chose, non. Travailler dans retail performance, dans le luxe,
Il y a certaines personnes qui pourraient se dire que de l'analyse des chiffres, faire plus de résultats, etc., où est le sens? Est-ce que tu vois, peut-être toi ou des gens que tu as vus qui travaillaient là-dedans, qui kiffaient véritablement ça, est-ce que tu as vu le sens qu'ils y trouvaient? C'était dans quoi? Je sais pas si ma question est précise. Je pense que, enfin moi, les gens que je voyais autour de moi qui travaillaient en retail performance, ils avaient vraiment cet amour du retail. Enfin, ils adoraient le magasin, l'expérience client. C'est quelque chose qui leur tenait beaucoup à cœur. Après, ça dépend ce qu'on entend par le sens, mais Comme du coup c'est beaucoup de travail d'analyse de ouais, chiffres, peut-être au-delà de... Comment dire ça? Ouais, je pense que le sens que tu pourrais y trouver à ce moment-là, parce que les gens sont beaucoup en quête de sens aujourd'hui, ouais, tu vois, c'est pour ça que je ouais, pose la ouais, question. bien sûr. Et peut-être que des gens pourraient se dire, bah, c'est que de l'analyse de chiffres, tu vois. Alors qu'en fait, bah, en fait, non, tu peux dire que tu participes à quelque chose de plus grand et de l'amélioration de... Ouais, ouais, complètement. Bah, euh, c'est vrai que, enfin, tu vois, je pense que c'est aussi pour ça que je disais que Chanel, c'était un des meilleurs stages de ma vie. Par rapport à ce que tu dis, faire partie de quelque chose de plus grand, c'était pour moi ma première expérience professionnelle où j'avais vraiment le sentiment de faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Enfin, je disais tout à l'heure, on était au 31 Cambon, où il y avait Gabriel Chanel à l'époque et tout. Enfin, pour moi, c'était Ouais. vraiment un truc de ouf. C'est-à-dire que j'émerveillais les clients, mais j'étais autant émerveillée qu'eux. Ils le savaient pas, mais voilà. Et oui, pareil, là, à l'époque, quand j'étais chez Louis Vuitton en retail performance, pour moi, le fait que Virgil Abloh soit directeur artistique, c'était un truc de ouf à l'époque. Le premier directeur artistique noir d'une aussi grande maison. Donc oui, là aussi, j'avais l'impression de faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Donc là-dessus, ouais, j'ai trouvé beaucoup de sens parce que je suis sensible à cet univers, évidemment. Et j'ai trouvé beaucoup de sens aussi parce que, justement, ayant avant cette connaissance de la réalité du terrain, ben, je savais exactement de quoi on parle, quoi. Ok. Ok. Je pense que pour les compétences, pareil, c'est esprit un petit peu Ouais. analytique. Esprit analytique, après, il n'y a pas que de l'analyse chiffrée, Ok. encore une fois, il y a aussi pas mal de consolidation de qualitatif, mais oui, je pense qu'il faut avoir l'esprit analytique, connaître un petit avoir une sensibilité retail, quand Ok. même. Comme on est dans un domaine qui est sur de l'excellence, justement, Mhm. euh, est-ce qu'il y a de la place à la créativité dans ce genre de métier, à l'improvisation, à l'expression de la personnalité? Ou Bah, c'est très guidé, c'est... euh, la créativité, c'est quelque chose d'hyper, hyper, hyper important, évidemment, pour les marques de mode et du luxe. Et on associe souvent la créativité simplement à la direction artistique. Ok. Évidemment, c'est là que la créativité s'exprime de manière plus, on va dire, publique, explicite, etc. Mais en réalité, moi, dans tout mon parcours chez Vuitton, j'ai pu exprimer de la créativité dans plein d'aspects différents. Repenser certains process, ouais, penser les choses différemment, mettre en place des plans d'action, ben, tout ça, en fait, finalement, ça demande d'être créatif. En fait, la créativité et genre sortir un peu, penser out of the box, c'est pas réservé à la direction artistique. Ok. C'est partout, en fait. C'est-à-dire que ta voix peut compter même si tu es en stage ou t'es junior. Bien sûr. Ok. Bien sûr, enfin, là, mon stage en retail performance, il date un petit peu, j'avoue. Mais par exemple, même quand j'étais junior en merch, ça m'a beaucoup marqué à quel point mon directeur de l'époque, qui était quand même quelqu'un de très haut placé chez Vuitton, avait envie d'entendre ce que j'avais à dire. Ok. Mais c'est-à-dire que par exemple, si je commençais à dire une phrase et que dans une réunion, beaucoup de gens parlaient, etc., et que j'avais pas forcément le temps de finir, ils disaient attends, t'as dit quoi? Enfin, genre vraiment, Ouais. oui, la voix compte. Mais aussi parce que comme on est je pense, comme on est dans une industrie aussi en constante évolution, c'est quand même important d'entendre ce que les jeunes un petit peu ont à dire, quel est leur avis pour pouvoir parler aux jeunes, tu vois. Ok. Parce que des fois, justement, il peut y avoir, du coup, apparemment pas, mais cet orgueil des plus vieux qui se disent qu'ils ont plus d'expérience, donc cette espèce de non-humilité, je sais de quoi je parle et toi tu es jeune, donc chute. Donc ouais, non, il n'y a pas Bah, ça. en tout cas, moi, les managers que j'ai eu beaucoup de chance, c'était pas du tout le cas, bien au Ok. contraire.
Ok. Et donc, tu te rends compte qu'il te manque l'aspect produit. Ouais. Et là, comment tu découvres le métier de merchandiser? Bah alors du coup, donc je savais pas du tout que ça existait comme métier. Et pendant mon stage en retail performance, j'échange parce qu'on échange ensemble, enfin on échange avec le merch, retail perf et merch, on échange. Et donc en fait, je me rends compte qu'il y a ce poste qui existe, donc je me renseigne, j'en parle à ma manager, elle m'explique ce que c'est, etc., etc. Et du coup là, je me dis, c'est parfait. C'est le métier quelque part qui fait le pont entre le produit et le retail. En fait, c'est exactement ça qu'il me faut. Et je vais faire mon stage de fin d'études là-dedans. Donc tu vois, j'avais toujours un an d'avance sur ce que je voulais faire après. Ouais. Très ouais. Du coup, merchandiser, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, c'est hyper compliqué à expliquer. Donc c'est une bonne chose qu'on soit au format podcast et pas au format combini, parce que sinon ce serait vraiment la merde. Mais en gros, le merchandising, ça consiste à garantir et à optimiser la performance des collections. Okay. Et pour ça, en fait, le merchandiser, il intervient tout au long du cycle de vie de la collection. D'accord. Donc, c'est-à-dire du développement de la collection jusqu'à la commercialisation de la collection. Et à chaque étape, il intervient de manière différente, mais toujours dans un seul but qui est que le lancement, finalement, soit un succès. Ok. D'accord. Et donc, si je rentre un petit peu plus dans le détail... Oui, parce que tout à l'heure, en off, je lui ai dit que je pensais savoir ce que c'était merchandiser, mais pas du tout. Moi, je pensais juste que c'était celui qui agençait les trucs en vitrine. Ouais. Mais tu fais bien de le redire, parce que c'est vrai que souvent, on associe le merchandising au visuel merchandising. Ah oui, c'est ça la différence. Et c'est vrai que, en fait, en l'occurrence, moi, ce que je fais, c'est pas du visuel merchandising, c'est du retail merchandising. D'accord, ok. Donc c'est différent. Mais je travaille avec les visuels merchandisers, mais je suis pas moi-même visuel merchandiser. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est il y a une nouvelle collection qui sort. Et c'est des collections de quoi, par exemple ça peut être... Alors, en l'occurrence, moi, je suis merchandising manager donc sur le voyage. Voyage, ok. Donc, je m'occupe de la catégorie voyage chez Louis Vuitton, donc les bagages roulants, les bagages souples, les accessoires de voyage. Okay. Et je vais effectivement m'occuper de la performance de ces produits-là sur toutes les collections dans lesquelles il y a du voyage pour les produits voyage. Ok, donc détaille un petit peu maintenant. Donc, concrètement, métier de merchandiser, qu'est-ce que c'est pour Louis Vuitton, collection? Alors, je pense que, donc, comme je disais, c'est pas facile à expliquer parce qu'on fait plein de choses, on travaille avec plein de gens. Et en général, j'aime bien suivre le cycle de vie d'une collection et expliquer un peu ce que fait le merchandiser pour vraiment pouvoir expliquer quel est mon rôle. Est-ce que ça t'aiderait si tu prenais par exemple l'exemple d'un produit et tu m'expliques à partir d'une collection et ce que tu as fait? Si tu veux. Du coup, on va dire que dans le développement, dans le cycle de vie d'une collection, on va dire qu'il y a 4 grosses étapes. Donc, première étape, le développement de la collection. Deuxième étape, l'achat de la collection. Troisième étape, la préparation du lancement, donc la production, les 360, etc. Et dernière étape, enfin, la commercialisation. Donc, si on retourne à la première étape, le développement de la collection, je vais travailler main dans la main avec les chefs de produits, qui sont plutôt côté marketing. Et moi, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais récolter les besoins des marchés. Donc, en fait, c'est tous mes interlocuteurs en zone, les merchandisers zone, qui vont me donner leurs besoins marché. Donc, ça peut être plein de choses. Ça peut être des couleurs, des matières, des shapes, des formes. Et moi, je vais consolider tout ça et je vais briefer le marketing sur ce dont les marchés ont besoin. Ensuite, de son côté, le marketing va travailler avec le design sur la collection. Et moi, en parallèle... les données que tu as fournies. Voilà, exactement. Et moi, en parallèle, je vais définir en fait, des ambitions pour chaque collection qu'on envisage de vendre. Pendant ce process de développement, on va avoir beaucoup d'échanges avec le marketing où ils vont partager les pistes design. Moi, avec mon regard de merch, c'est-à-dire vraiment le regard des marchés, je vais donner mon feedback, etc. Et au fil de l'eau, il va commencer ce qu'on appelle un exercice d'editing. Donc, au début, quand on développe une collection, il y a énormément de pistes, c'est très large. Et moi, par rapport aux ambitions de chiffre d'affaires que j'aurais fixées pour les collections qu'on a envie de faire, avec le marketing, on va peu à peu écarter certaines pistes
en veillant à ce que ça réponde aux ambitions commerciales. Donc ça, c'est plus mon rôle à moi. Et côté marketing, ils vont veiller à ce que ça réponde à la vision du design. Parce qu'encore une fois, la créativité, elle est vraiment au cœur des collections. Ok. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on est un binôme. C'est hyper important de travailler en binôme parce qu'eux vont défendre la vision créative. Moi, je vais défendre la dimension commerciale. Donc on va travailler ensemble dans le développement de la collection. Donc tu peux avoir, par exemple, si il y a la vision, la dimension, enfin le pôle créatif a fait quelque chose, par exemple une certaine couleur, etc., et que c'est pas en adéquation avec, d'un point de vue commercial ou marketing, ça fonctionne pas trop, tu peux leur dire, alors ça, non, vous changez. En fait, je peux faire le feedback en disant c'est vrai que cette couleur, pour tel marché, c'est assez compliqué. Voilà, par exemple, en Chine, les couleurs sont beaucoup associées à des présages, etc. Donc moi, je peux faire, tu vois, l'alerte de attention, cette couleur-là, pour le marché chinois, ça va pas très bien marcher, quoi. Et donc après, moi, je suis pas décideur de, tu vois. Mais par contre, effectivement, le marketing peut faire l'alerte, travailler avec le design pour trouver d'autres alternatives et tout. Et il y a certaines collections où on peut avoir plus de, on va dire, de poids en tant que merchandiser, et d'autres collections, par exemple les défilés, là c'est vraiment la vision du directeur artistique qui est retransmise. Tu vois. Il y a différents types de collections sur lesquelles on peut avoir plus ou moins d'impact dans l'editing, qui est l'exercice que... Vraiment d'impact sur, par exemple, une collection, un défilé, quelque chose qui peut passer. En fait, le but du défilé, il est très clair et il est très précis, c'est de transmettre la vision du directeur artistique. Donc c'est hyper important de mettre avant tout la vision du directeur artistique dans les choix d'editing. Il y a d'autres collections chez Louis Vuitton qui sont plus finalement à but commercial. Et là, du coup, en fait, le merchandising, donc la voix des marchés, va avoir plus de poids. Voilà. D'accord. Donc, tu m'as dit que le produit, une fois que la collection après elle est achetée. Oui, donc ensuite. Acheté par qui ? Alors, ensuite, on va arriver peu à peu à l'étape qui est l'achat. Donc, elle est achetée par les merchandisers de zone. Donc, c'est nos acheteurs en interne chez Louis Vuitton, donc Louis Vuitton de China, Louis Vuitton de Japan, Louis Vuitton Americas, etc., qui viennent acheter la collection. Et donc, en amont, nous, en tant que merchandiser central, puisqu'il y a des merchandisers zone, mais moi, je suis merchandiser central. C'est quoi la différence, du coup ? Donc, la différence, c'est que moi, je vais être plutôt rattachée au headquarters, au HQ à Paris, et je vais être merchandiser, je vais opérer sur, on va dire, le monde entier quelque part, et les merchandisers zone, ils vont être encore plus en lien avec les magasins, tu vois, parce qu'ils vont être vraiment sur leur marché. Tu vois, Louis Vuitton Japon, il va venir acheter et il va être plus le garant de la performance des magasins, quand moi j'aurai un peu plus la dimension, on va dire, macro, puisque c'est plus large. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas nécessairement les mêmes collections partout dans les différents pays, etc. Ouais, alors il y a les mêmes collections partout, mais il peut y avoir des exclusivités zones et des spécificités aussi pour certains marchés. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que... il y a peut-être des classiques ou des basiques qu'on retrouve un peu partout, mais aussi, comme tu dis, certaines collections... Il y a certaines spécificités. Tu vois, un exemple typique, quand tu achètes de la petite maroquinerie, genre des portefeuilles, en Chine, ils n'utilisent pas de monnaie, d'argent. Tout est sur le portable. Donc là-bas, il n'y a pas de marché pour les portefeuilles, tu vois. Alors qu'au Japon, c'est le pays du cash. Donc, tu vois, donc c'est ce genre de petite spécificité qu'il peut y avoir d'un marché à l'autre, par exemple. D'accord. Voilà, et donc l'exercice d'achat, avant de rentrer en showroom, qui est un temps fort, en tant que merchandiser, on va sizer la collection. Donc une fois qu'on l'a édité, moi, je vais faire des propositions de quantité que les zones vont acheter derrière pour atteindre les ambitions de chiffre d'affaires que j'avais fixées juste avant. Et on va construire tout un scénario, genre date de lancement, quantité, et très important, on va proposer aussi ce qu'on appelle un assortiment. Donc, tu peux pas mettre autant de produits dans le magasin des Champs-Élysées que dans le magasin de Deauville. Il n'y a pas la même place. Donc, on fait des propositions d'assortiment. En fait, on propose pour telle taille de magasin, ils vont acheter toute cette taille de collection-là, et ensuite, on va, proposer des assortiments. Que tu rentres dans différents magasins, sur une même enseigne, il y a différents magasins qui sont plus ou moins gros. Tu ne penses pas qu'il y a quelqu'un qui a vraiment décidé, on va mettre tel assortiment. Et parfois aussi, il y a des magasins qui sont localisés, avec une clientèle d'autant plus high-end. Donc là, tu vas mettre des produits qui sont
les plus high price point, etc. Ouais. Et au contraire, d'autres, c'est pas forcément le cas. Ok. Donc voilà, il y a toute cette stratégie d'assortiment qui est très importante dans le métier de merch. D'accord. Donc une fois que tu as construit tout ça, tu arrives en showroom. Le showroom, c'est un temps fort au merchandising. C'est le moment où justement tous nos acheteurs vont venir à Paris découvrir la collection. Ok. Et ça va être une semaine assez intense, rythmée de présentation produits auprès des zones, d'échanges, un petit peu de négociation parfois. Ouais, c'est vraiment un métier où il y a vraiment... Ça couvre pas mal de choses, quoi. Parce Ah que, ouais, et là on est ok. qu'à la moitié de la vie de la collection. Mais ouais, c'est... donc voilà, donc ça va être une semaine assez intense où les zones vont venir acheter et répondre à la proposition que tu as fait toi. Ensuite, donc, une fois que les zones ont acheté, donc, c'est une semaine de showroom où il y a beaucoup de présentations top management, etc. Donc les zones repartent dans leur zone. Mhm. Et donc là, il ne reste plus que quelques mois jusqu'au lancement de la collection. Ok. Et dans ces quelques mois, moi, mon travail en tant que merch, ça va être de préparer le lancement. Et pour ça, je vais suivre la production pour m'assurer que tout est un peu en track, que ça arrive à l'heure, tout simplement. Donc, je vais travailler avec l'Indus, je vais travailler avec la supply chain aussi pour établir le scénario de lancement. C'est quoi l'Indus? L'Indus, c'est le département industriel. Ok. Donc, c'est vraiment eux qui produisent les sacs une fois qu'ils ont été achetés. Ah oui, ok. Voilà. Donc, je vais travailler avec eux, avec la supply chain pour définir un scénario de lancement et avec les métiers 360 pour préparer le lancement. Donc, ok, la collection elle va lancer, mais il faut que les vendeurs sachent en parler. Mhm. Je vais travailler avec le VM aussi. Enfin, pour que les vendeurs sachent en parler, je vais travailler avec le département learning. Ok. Je vais travailler avec le VM pour m'assurer aussi que la collection est bien représentée dans les magasins. Le visual merchandiser. Le du visual coup, merchandiser. Je vais travailler avec le digital aussi pour m'assurer que la collection est bien représentée sur le e-commerce. Ah ouais, ok. Et avec la com, pour que les clients entendent parler de la collection. En fait, t'es partout. C'est un métier qui est au carrefour de plein d'autres. Et en fait, dans tout ce que j'ai cité là, je travaille toujours avec des gens. C'est pas moi toute seule qui fait le travail, non, évidemment. Bien sûr, ouais. Mais ouais. C'est ouf. Il y a d'autres métiers où dans le luxe où t'es autant en... Alors, le merchandising, c'est un métier où t'es particulièrement... t'interagis avec beaucoup de monde et t'es un petit peu la voix, on va dire, stratégie du produit. Donc, il y a beaucoup de prise de décision aussi qui dépendent de toi ou au moins de ton département. Les métiers de chef de produit aussi, le marketing, ont beaucoup d'interactions. Ouais. On travaille beaucoup avec eux, nous, d'ailleurs. Mais ouais, tu vois beaucoup de choses en merch. Ok, parce qu'en fait, t'as beaucoup de gens qui, tu vois, n'ont pas nécessairement un talent précis dans un domaine en particulier, justement, qui aiment bien faire plusieurs choses, qui sont attirés par plusieurs choses, qui ont besoin de changement, etc. Et donc, ouais, c'est vrai que, tu vois, c'est pas des... Enfin, personnellement, je n'avais jamais entendu parler comme ça, tu vois. Et même toi, tu l'as découvert au final très tard, et tu aurais peut-être pu ne jamais le découvrir. Bien sûr. Alors que c'est quelque chose qui est vraiment... C'est très riche, éclectique, et t'es au contact de tout, et donc, ouais, je comprends. Ouais. Okay. Et une fois que la collection est commercialisée, là, c'est beaucoup de reporting, à fond. beaucoup de reporting. Qu'est-ce que c'est un reporting, pour ceux qui ne savent pas? Donc, le reporting, c'est... la collection est lancée. Et je vais être en charge de consolider le chiffre d'affaires que fait la collection. Et c'est des rapports qui vont aller à nos directeurs, au PDG, à LVMH aussi. Ok. Oui, moi, comme je disais, j'ai une affinité avec les chiffres. Ah oui. Donc, mais de toute façon, pour faire du merchandising, il faut être à l'aise avec les chiffres. Ok, allons-y. Quelles sont les compétences pour devenir merchandiser chez Louis Vuitton? Donc, il faut être à l'aise avec les chiffres. Ok. Les chiffres, c'est matin, midi et soir. Il faut savoir travailler avec beaucoup de départements. C'est très important. Enfin, comme je l'ai dit, on travaille avec beaucoup de gens. Donc ça, c'est très important. Il faut avoir une sensibilité aussi pour le produit. Parce que, en fait, tout n'est pas... En fait, quand on parle de chiffres, en général, on pense à des choses très, très rationnelles. En fait, quand tu mets des chiffres derrière une collection qui n'est pas encore sortie, il faut quand même que tu aies une sensibilité pour le produit, pour faire des paris. Tu fais des paris. Ouais. Donc c'est important aussi. Tu peux pas être que chiffres sans vrai regard sur le produit. Ça me rappelle, on avait reçu une fille qui était business manager chez L'Oréal et elle nous disait ça aussi, que justement il y avait cette dimension un peu de pari, contrairement à business analyst justement seulement, où c'était plus
que des chiffres, alors que business manager, c'est vraiment, tu dois faire des prévisions, tu as des petits paris à faire, tout Ouais. comme ça. Ok. Ouais, bah là par exemple, tu dis, imaginons, il y a une nouvelle forme, un nouveau sac qui a été imaginé par le studio, par Pharrell Williams ou Nicolas Giscard, peu importe. Ben, c'est un peu toi qui va proposer combien de quantité on va en vendre. Ok. Donc, c'est pas, enfin, t'as pas de boule de cristal, Oui. il faut avoir un petit peu, enfin voilà, Intuition. c'est un pari en fait. Mais ouais. Ok. T'as souvent eu juste sur tes paris? T'es pas obligé de Quelle belle répondre à ça. question. Oui, je tape toujours dans le mille. Non, je rigole. Non, mais Non, mais je oui, parfois non. Non, non, Voilà. ouais. Je suppose que c'est pas nécessairement quelque chose de C'est pas une très... science exacte. Voilà. Ça vient avec l'expérience. Ouais. D'accord, donc je suppose que pour qui ce n'est pas merchandiser, les gens qui aiment pas les chiffres, est-ce qu'il y a Ouais. d'autres compétences qu'il faut avoir ou d'autres... non, c'est pas pour moi, ça. Euh, Les chiffres, c'est très. Enfin, Mhm. si tu es pas à l'aise avec les chiffres, c'est pas pour toi. Il y a plein d'autres métiers chez Vuitton qui sont pas forcément autant axés chiffres. Et ensuite, en fait, ça rejoint un peu ce que je disais avant. Si tu es plutôt quelqu'un qui aime travailler plutôt en silo, il y a plein de métiers qui le permettent. Là, en l'occurrence, en merchandiser chez Vuitton, ce sera pas du tout le cas. Ouais. Il va y avoir, les journées vont être pas mal rythmées de beaucoup de réunions avec vraiment différentes personnes. Donc voilà, il faut aimer travailler en groupe quelque part. Ah ouais, ok. Enfin, en groupe, en tout cas, il faut aimer collaborer avec plein de Ouais. différentes personnes. Il y a pas mal de pression dans ce métier-là. De pression. Beaucoup d'attentes sur toi. Est-ce que tu as énormément de responsabilités ou comme c'est une équipe, t'es pas toute seule, je suppose, Ouais. mais C'est sûr que c'est des métiers où il faut savoir être réactif. Il y a des choses qui tombent parfois, voilà, faut savoir les absorber, réagir, faire preuve de souplesse, etc. Donc oui, il y a une certaine pression. Après, à relativiser. Enfin, je veux dire, à la fin, on vend des sacs. On n'est pas chirurgien cardiaque, donc ouais. oui, il y a de la pression, mais voilà, on sait Oui, non, je aussi vois. relativiser. Après, oui, il y a de la pression. En tout cas, c'est sûr que en tant que merch chez Louis Vuitton au Central, il y a beaucoup de choses qu'on produit qui vont très haut dans le top management. Tu m'as dit que justement, du coup, tu as un regard sur les produits. Est-ce que tu m'as dit que tu es en contact justement avec parfois les product managers, les designers, Ouais, etc. Est-ce que tu vas vraiment en contact, genre tu peux toucher les produits en avant-première ou c'est bien plus sûr. Ok, tu vas dans les... Alors, je suis pas en contact direct avec les designers, ça c'est Ouais. vraiment le travail du marketing. Ouais. Mais oui, tout au long du développement de la collection et dans ce travail d'editing, dans ce travail de sizing, bien sûr qu'on le fait avec les produits sous les yeux, c'est très important. Ok, d'accord, Ouais, ok. très Ouais, important. c'est pas juste de loin et ouais, je donne un avis. Non, ok. Non. Ok, Et c'est- en fait, les produits, la mode comme ça, il faut vraiment le produit, le voir en vrai, le toucher. C'est hyper important. C'est pour ça aussi que tous nos acheteurs viennent sur place. Sinon, on ferait le showroom en Zoom, mais c'est pas du tout Ouais, la même justement. chose. Ok, donc c'est stylé. Euh, Question un peu plus lifestyle par rapport à ton Ouais. métier. C'est quoi un peu ton lifestyle? Genre, par exemple, une jour, ouais, comme tes journées vont dépendre de à quel cycle du développement de la collection tu es, je suppose. Ouais. Mais une Ah non, journée... mais alors attention. Ouais. Toutes les étapes, c'est en même temps. Hein. Ah, parce que tu es sur plusieurs collections en même temps. Ouais. Oh, ok. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, là, on est en train de commercialiser le Q4, donc le trimestre Ouais. 4, Q4 2024. On est en train de produire le Q1 2025, de faire acheter le Q2 2025 et de développer le Q3 2025. Donc, c'est tout en même temps. Hein. Ah bah non, sinon ce serait trop facile. Ok, d'accord, ouais, donc t'as tout en même temps. Ouais. Donc, une journée type en tant que merchandiser, à peu près, tu feras des... Du coup, c'est relativement varié, sauf qu'il y a un truc qui est sûr et certain, c'est le lundi matin, c'est dédié au reporting. Ok. On repasse tous les chiffres de la semaine précédente pour pouvoir les envoyer au top management et à LVMH. Et sinon, une journée type, ça va être beaucoup rythmé de réunions. Ça peut être des réunions justement avec le marketing pour faire le fameux travail d'editing dont on se parlait. Ok. Ça peut être des réunions avec le business planning pour fixer les ambitions qu'on veut faire sur les prochains quarters. Des réunions avec la supply chain aussi pour travailler les scénarios de lancement. Avec l'Indus pour suivre les collections qui sont en train d'être commercialisées
Et aussi, bien sûr, avec nos merchandisers en zone pour échanger sur voilà, qu'est-ce qui se passe sur les marchés, comment va le business, etc., etc. Tu travailles au siège, du coup? Ouais. Ok, et donc les réunions que tu fais avec les gens, c'est eux qui se déplacent, ou tout le monde est un peu au même endroit, ou c'est plus en Zoom Beaucoup de Zoom, on va pas se mentir, parce que les gens sont quand même assez dispatchés. Oui. Mais oui, il y a des réunions en physique aussi, les deux, je dirais. Sachant que tu travailles avec des gens de la zone, dans d'autres Ouais. pays, etc., est-ce que vous voyagez beaucoup? Il y a beaucoup d'opportunités de voyage ou pas? Plus ou moins. Moi, j'ai eu la chance de faire une visite marché, on appelle ça les visites marché, aux États-Unis l'année dernière. Ok. Donc ça, c'était trop cool. Mais oui, je dirais que il y a en gros à peu près une visite marché par an. C'est important d'aller voir ce qui se passe sur les marchés justement, qu'on ne connaît pas forcément. Et donc c'est tout frais payé ouais. Très sympa. Très sympa. Très sympa. Ok. Et donc du coup, c'est quoi les horaires par exemple en tant que merchandiser? Ça varie, mais c'est vrai que autour des périodes de showroom par exemple, là les journées se rallongent un petit peu. Pour le coup, comme je disais, c'est un temps fort du merch. En dehors des showrooms, on est sur des horaires, on va dire, cadres, je pense, relativement classiques. Okay. Il y a beaucoup de travail, on va pas se mentir. Mais ça peut être du 9h30, 19h. Okay. Par contre, quand les showrooms se rapprochent et quand on est en showroom, là on peut être amené à travailler tard. Ok. Et c'est quoi tard? Je sais pas si tu peux dire, mais... tard... C'est quoi le plus tard sur lequel t'es terminé en tant que merchandiser? Le plus tard... Le plus tard, non mais le plus tard après c'est des cas extrêmes, mais tu vois en showroom, ouais tu peux travailler jusqu'à 22h. Ok. Ouais. 23h parfois. Et du coup là ça fait combien de temps que t'es en CDI? Bonne question. 3 ans et demi je pense. 3 ans et demi. Ok. T'as dû voir le changement bien entendu de avant passer étudiant CDI. Ouais. Tu dirais que ça a changé quoi pour toi? Alors, forcément, je suppose, il y a le salaire, mais en termes de lifestyle, est-ce que tu t'es mis vraiment en mode travail ou tu gardes toujours du temps pour toi est-ce que tu étais une fêtarde avant, etc. Ça a changé quoi? C'est vrai que le temps est très précieux. Mm-hmm. Et c'est vrai que quand j'étais étudiante, j'avais beaucoup de temps pour faire beaucoup. J'ai fait pas mal d'initiatives. J'ai créé des assos, j'ai été auto-entrepreneur, enfin j'ai un peu pu tracer mon parcours un peu comme je le veux. C'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité de mon temps, je le passe au travail, pour être honnête. Après, en termes de... Ouais, c'est surtout ça en fait. Je pense que quand j'étais étudiante, je faisais plein de trucs. Mm-hmm. Et là, c'est vrai que je fais plein de trucs, mais dans mon travail. Ouais. Et t'arrives à quand même toujours sortir. Après, je sais pas si t'aimes nécessairement ça. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr, c'est hyper important pour moi. Ok. Ouais. Grosse fêtarde, Azel. Grosse fêtarde, peut-être pas autant qu'avant. Mais... je sais pas si on va parler, mais vie amoureuse, tout ça, t'arrives quand même à... Ton travail te bouffe pas au point de... Non, heureusement, non, ma vie perso va très bien. Honnêtement, de toute façon, mon mec, il le sait que quand je suis en showroom, c'est même pas la peine. Mais ouais, non, ça va. Franchement, ça va. Après, oui, c'est un travail qui demande beaucoup de temps et d'investissement et d'énergie. Ça, je vais pas raconter d'histoire. Ouais, mais moi, j'arrive à trouver... Ouais. Mais moi, j'arrive à trouver mon équilibre. C'est quoi ce que tu préfères, ce que tu aimes le plus dans ton travail en tant que merchandiser? Je pense que c'est vraiment quand les collections commencent à prendre vie. Et justement, cet exercice d'editing dont on parlait, pour moi, c'est un truc de ouf de pouvoir avoir ne serait-ce que la moindre influence ou le moindre impact sur les collections qui vont être commercialisées, quoi. Okay. Moi, c'est vraiment un des trucs que je préfère. Et après, il y a quand même certains... Enfin, il y a des trucs que j'ai vécu grâce à mon travail, j'aurais jamais imaginé vivre des trucs pareils. Anecdote. Non, mais tu vois, là, quand je dis ça, je pense... j'ai eu la chance, jamais j'aurais imaginé vivre un truc pareil, mais j'ai eu la chance d'assister au premier défilé de Pharrell Williams pour la maison Louis Vuitton, sur le Pont Neuf, en juin, je crois que c'était en juin 2020... Non, c'était pas cette année, c'était l'année avant, juin 2023. Ensuite... privatisation du Pont Neuf,
concert de Jay-Z, showcase Ok. de Jay-Z, 6 feats avec Pharrell. tout Et le genre, monde moi t'a j'étais là dans la foule et tout. Non, tout le monde n'était pas invité. Ah. Comment tu as fait Mais il y a avec- beaucoup de gens qui travaillent chez Vuitton. Malheureusement, on ne peut pas inviter à chaque fois tout le monde au défilé. Mais faisant partie de la division à la direction produit, on va dire, et ayant travaillé sur la Ok. collection, j'ai eu cette chance de pouvoir participer. Et après, il y a eu aussi tout un tirage au sort pour les personnes qui n'étaient pas forcément dans ces équipes-là pour pouvoir y participer aussi. Ok. Mais non, j'étais vraiment à ce concert de Jay-Z et tout, après un show de malade sur le Pont Neuf, juste en face de mon travail. Et puis à ma droite, Omar Sy, à ma gauche, Kim Kardashian. Vraiment, bref, c'était n'importe quoi. Ok. Vraiment, et donc c'est ce genre de choses auxquelles j'ai pu accéder, mais grâce à mon travail. Mais je ne savais pas ce que je faisais là, quoi. Non, mais c'était hallucinant. C'était Ouais. hallucinant. Tu te verrais être du côté star? Du côté star Ouais. Ah non, pas du tout. Non. Non. T'aimes pas trop avoir la lumière sur toi? Mais non, mais je... Ouais, non, c'est pas pour moi. Ok. Je préfère être invité, mais Ouais, voilà. du coup, t'as Petite souris. serré Et la main attends, de Kim Trop Kardashian. drôle. Non, pas du tout. Mais alors, par contre, ce qui est trop drôle, c'est que du coup, dans ces défilés où t'as absolument toutes les stars hollywoodiennes, machin, etc., en fait, il y a les footballeurs français qui sont un peu moins, tu vois, ils ont un peu moins tous les photographes autour d'eux et tout, tu vois. Enfin, je pense qu'ils ont moins l'habitude d'être dans cette position. Ah ouais, mais en même temps... T'es fait traquer par des footballeurs. Non. Non, mais par contre, j'ai pu... Non, pas du tout. Mais du coup, comme les méga stars, genre les Beyoncé, les Rihanna et tout, enfin, Ouais. laisse tomber, tu peux même pas les approcher. Mhm. Et bah, les footballeurs, tu vas leur dire bonjour, bravo, tu vois. Ok, Ils ok. sont un peu plus accessibles, quoi, c'est drôle. Ok. Non, mais c'est stylé parce qu'en fait, dans ton métier, t'as ce côté très sérieux, très corpo et tout, Ouais. tu fais les partings, mais t'as en même temps ce côté où t'es au contact de plein de gens, du produit, tu vas suivre une collection, tout ça, et Ouais. parfois aussi t'as des opportunités de ouf. Quoi. Ouais. Et ça, c'est vraiment une chance chez Vuitton. Enfin, la majorité des maisons ne font pas venir le personnel au défilé. Ouais, ok. Et c'est pour ça que c'est intéressant de te recevoir parce que, tu vois, typiquement ça, j'aurais jamais su. Tu vois, il y a plein de gens qui savent pas, et même toi, tu me dis, tu l'as su très tard. Donc ouais, c'est pour ça que c'est intéressant de mettre en avant ce genre de choses, parce que Ouais. pour que des gens puissent potentiellement se projeter et savoir, ok, est-ce que ça pourrait me correspondre ou pas. Ouais, c'est le C'est but. pour ça. Parce que c'est difficile quand t'es en école, mais avant de savoir exactement ce que tu veux faire. Et en plus de ça, des fois, parfois, justement, il faut attendre d'avoir fait un stage ou d'être dans le métier pour savoir ce que tu vas faire avant, tu vois. Enfin, ce que tu vas faire. Ouais, et franchement, c'est un métier qui est tellement compliqué à expliquer. Enfin, genre vraiment. Non, mais je vois. Moi, je pense que la majorité de mes proches n'ont aucune foutue idée de ce que je fais. Hein. Vraiment, ils savent juste que parfois je suis en showroom, je réponds pas. Mais c'est tout. Le reste, aucune idée. Ouais. Même moi, j'ai du mal à expliquer à ma mère ce que je fais. Alors toi, je veux pas Ouais. dire complètement. Petite question argent. Ouais. Est-ce que tu es à l'aise à dire combien tu gagnes en tant que merchandiser chez Louis Vuitton? Bah, Peut-être une tranche. je vais donner une tranche. Ok. Désolée, elle est un peu large parce que je sais pas trop ce que je peux dire ou pas. Mais en gros, je gagne quelque part entre 40 et 55. Ok. Bon, ok, c'est large. Mais ça, c'est, on va dire, mon salaire brut. Ok. Et il y a quelque chose qui est important quand même à prendre en considération quand on va dans une maison comme Louis Vuitton. C'est la prime de participation et d'intéressement. D'accord. Qui est une prime en fait qu'on verse à tous les salariés par rapport à la performance de la boîte l'année précédente. Et ça, honnêtement, c'est une prime qui est vraiment pas négligeable. D'accord. Donc, c'est sûr que quand on rentre dans une maison comme celle-ci, il faut regarder le full package. Donc, le salaire brut, mais aussi cet avantage-là qui est la prime de participation et d'intéressement. Et qui, en plus, c'est une prime que tu peux aussi choisir de placer. Ok. Et si tu la laisses placer pendant 5 ans, après, tu es exonéré d'impôts. Donc, en fait, tu peux construire une épargne sans vraiment faire d'efforts. La prime, tu saurais dire approximativement, ça se situe autour de combien? Bah, pareil, je vais donner une tranche, mais ça dépend déjà, Oui. dans un premier temps, de la performance de la maison. Mais c'est quelque part entre 10 et 40% du salaire annuel. Du salaire annuel. Ok. Ouais. D'accord. Ça peut être très Ouais, intéressant. ça peut être très intéressant. Enfin, Surtout que tu peux. ça fait vraiment la différence, honnêtement. Ouais. Surtout que tu peux la manager un peu comme tu veux. Ouais, Après coup. exactement. Tu peux en faire un Tu peu peux ce que tu veux. retirer une partie, placer une partie. Voilà.
Justement, en termes de... Donc tu m'as dit que ça dépend de la performance de la maison. Est-ce que toi, vis-à-vis du travail que tu fais et de la qualité du travail que tu fais, tu peux avoir des avantages justement dans ton métier par rapport à d'autres? Je sais pas, est-ce qu'il y a ce côté un petit peu défi ou challenge personnel sur... Il n'y a pas vraiment Mhm. ce côté, un peu comme quand tu es vendeur ou si Ouais. tu dépasses tes objectifs, voilà. Il n'y a pas vraiment ce côté-là, mais par contre, bah, les augmentations, c'est... Enfin voilà, c'est par rapport à ta performance, entre guillemets, de l'année, mais ça va pas être... T'es pas évalué sur... Par exemple, moi, je gère la catégorie voyage. Mhm. Je vais pas être évaluée sur... la performance à proprement parler de la catégorie voyage. Je vais pas être évaluée sur la croissance qu'a fait la catégorie voyage. D'accord. Je vais être évaluée sur plein d'autres choses, plein d'autres aspects de mon métier qui sont nombreux. Mais ce côté vraiment chiffre et tout, en tout cas, à mon niveau, je sais pas, peut-être que les grands directeurs, c'est le cas, mais en tout cas, à mon niveau, non, c'est pas le cas. Ok. Et on a parlé argent, c'est quoi ton rapport à l'argent? Alors, mon rapport je rêve d'être millionnaire, Ok. comme tout le monde. Je joue à l'euro-million. Mais mon rapport à l'argent, oui, j'ai envie de gagner ma vie, ouais, clairement. Ok. J'aimerais bien gagner ma vie. Ouais. Alors, je vais te poser une question. Vu que tu as des plans pour tout, Hazel, est-ce que tu as déjà ton plan pour devenir millionnaire? Écoute, à part jouer à l'euro-million pour l'instant, j'ai pas trouvé de solution On miracle. peut devenir millionnaire en tant que merchandiser chez Louis Vuitton? Non. Non. Faut pas exagérer. Non, pas en étant merchandiser chez Louis Vuitton, mais par exemple, moi, ça fait 3 ans que je travaille. Mhm. Et je pense que j'ai une situation confortable dans le sens où je vis confortablement à Paris, je me fais des belles vacances, je rembourse un crédit aussi qui est assez lourd, un Ok, crédit ouais. étudiant. Au crédit syndical. Donc ouais, je pense que je vis confortablement, ouais. Et en termes d'évolution de salaire, est-ce que le salaire il évolue ou par rapport à un métier c'est fixe? Non, le salaire évolue. Ok. Ouais. C'est en fonction de l'ancienneté. Pas que. Comme je disais, c'est en fonction aussi de... Enfin, voilà, tous les ans, il y a un moment qui s'appelle le moment RISE. Enfin, voilà, c'est quand on fait les évaluations annuelles. Ok. Et en fonction de ça aussi, on détermine l'augmentation qu'on va avoir pour l'année d'après. Ah ok, d'accord. Ok. Donc oui, avec l'ancienneté, de manière naturelle, t'es augmenté chaque Mhm. année, de toute façon. Quand tu changes de poste ou que t'as une promotion, là, t'as une augmentation plus significative. Ouais, ça se dit ouais. Significatif, oui. Ouais, ok. Et d'ailleurs, bah, vu que tu te plais, t'as l'air de te plaire vraiment bien dans ce Ouais. que tu fais là, tu te verrais, t'as d'autres envies, t'aimerais tester une autre branche, peut-être déménager, peut-être Paris ça te saoule. Oui, moi j'aimerais bien. Enfin, je me vois pas faire du merch toute ma vie, ça c'est Ok. sûr. J'ai envie de. Je sais pas, il y a trop de choses à faire, trop de choses à voir. J'aimerais bien faire autre chose, ouais. Tu sais déjà quoi? Tu te verrais par exemple un plus gros poste de direction ou quelque chose comme ça ou... Ouais, alors les postes de direction, c'est vrai que dans des maisons comme Vuitton, en tout cas, c'est compliqué à mon niveau de seniorité. Enfin, Mhm. il faut savoir que c'est quand même un géant, Louis Vuitton. Mhm. Et moi, j'ai 28 ans, ça fait 3 ans que je travaille. Je suis pas du tout en mesure, là, aujourd'hui, de prétendre à un poste de direction. Pas du Ok. tout. Enfin, je suis trop junior encore, même si je suis pas junior. Je suis pas du tout le profil pour être directrice aujourd'hui Tu parles chez pas Louis Vuitton. uniquement par rapport à ton niveau d'ancienneté ou par rapport plus toi comment tu te sens? Est-ce qu'il y a des gens aussi C'est vraiment, jeunes c'est vraiment mon niveau d'expérience. Ok, d'accord. Il n'y a pas de personnes de 28, 27 qui sont, même si c'est des cas exceptionnels, qui sont à des postes de direction déjà? Ben, peut-être, mais en tout cas, moi, personnellement, je les connais pas. Et probablement que s'ils sont déjà à des postes de direction, peut-être qu'ils ont commencé à travailler plus tôt. Mhm. Moi, ça fait 3 ans que je suis chez Vuitton seulement, donc Ok. voilà. Je comprends. Toi qui du coup, t'avais un plan, t'as réussi à obtenir le job que tu voulais, Ouais. enfin les stages que tu voulais, Ouais. après t'as découvert un job, tu t'es dit je veux faire ça, t'as réussi. Est-ce que tu aurais des tips, des choses que tu penses qui ont été déterminantes dans ta carrière pour obtenir justement la position que tu as aujourd'hui, les stages que tu voulais, etc. On peut commencer peut-être par les stages, si tu as des choses qui font la différence. Je pense que ce qui m'a aidée, mais aussi, tout le monde ne sait pas forcément à l'âge de 22 ans ce qu'il a envie de faire pour Mhm. sûr.
Donc moi, j'avais cette chance déjà de savoir où je voulais m'orienter. D'accord. Et par rapport, après, à chaque étape que j'ai faite, il y avait toujours un fil rouge. C'est-à-dire que j'ai commencé au retail, ensuite je suis allée en retail performance, ensuite en merchandising. Donc il y avait toujours ce fil rouge. Mais au-delà de ça, c'est vrai que justement, mon temps à l'EM Lyon m'a permis d'entreprendre beaucoup de choses. Qui, je pense, non seulement m'ont aidé à faire des rencontres que j'aurais pas forcément imaginé faire, mais peut-être que c'est des choses qui ont pu faire la différence aussi dans mon profil. Ok. Donc le nombre de rencontres. Tu as dit que justement, très tôt, tu as su ce que tu voulais. Tu dirais que c'est une question un peu compliquée, je pense, à définir soi-même, mais est-ce que tu saurais dire qu'est-ce qui fait que tu as su rapidement ce que tu voulais faire ? Déjà, Parce qu'il y a plein de gens qui savent pas, ouais. tu vois. Ouais, Qu'est-ce qui fait que toi, je veux ça. Mais en fait, en réalité, j'ai su ce que je voulais faire, mais ça a beaucoup évolué aussi. C'est-à-dire que quand j'étais à Exeter, je savais que je voulais travailler dans le luxe. Quand je suis allée chez Chanel, je me disais, je veux faire ma vie dans le retail. Ensuite, finalement, j'ai voulu faire du merchandising. Maintenant, il y a peut-être encore d'autres choses que j'ai envie de faire. Donc, je sais, tu vois, je n'avais pas exactement le titre, le poste hyper en amont, mais ça s'est aussi construit au fil du temps. Et c'est vrai que c'était toujours dans plus ou moins le même domaine. Donc, forcément, ça m'a aidée à faire les choses un petit peu pas à pas. Parce que tu as écouté tes envies aussi. Tu as écouté ce que tu ressentais, un peu ton... Ouais. Ok, si ça m'attire, viens, on va tester, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui... par exemple, je discutais avec une fille qui était qui avait énormément kiffé, qui était chez Lagerfeld, je crois, et qui était en produit, qui avait énormément kiffé l'équipe, etc. Mais et elle voulait continuer là-dedans, ou bien même tester autre chose, mais elle se disait, est-ce que j'irais pas faire un stage en marketing parce que ça fait bien, quoi. Parce que en termes d'expérience, ou etc., dans une autre grosse maison, le faire pour le faire, tu vois. Plus pour le côté un peu sécurité ou carrière, etc. Et moi déjà, là on parle de stage, hein, c'est ça ? Ouais. Ok. Stage. Alors moi déjà les stages, pour moi c'était hyper important de faire des trucs différents à chaque fois. Ah ouais ? C'est-à-dire que il faut, ça n'engage que moi, hein, mais moi je le voyais vraiment comme une opportunité de tester de nouvelles choses déjà pour savoir ce que moi j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'attire le plus, et ensuite c'est vrai qu'un stage c'est 6 mois où tu as la chance de voir vraiment les coulisses, de vivre le truc, et après quand tu te lances dans un poste c'est des cycles qui sont beaucoup plus longs, et en fait avoir cette liberté de pouvoir faire un stage, ensuite un autre, ensuite un autre, honnêtement autant faire des choses différentes. Okay. C'est pour ça que j'ai fait de la retail performance, ensuite du merchandising. Et en fait, mon stage justement de fin d'études en merchandising, c'était pas que du merchandising, c'était moitié merchandising et moitié supply chain, distribution. Okay. Et moi, à la base, je voulais pas faire de la distrib, ça m'intéressait pas plus que ça. J'ai hésité d'ailleurs à accepter le stage à cause de ça, parce que je me suis dit, mais moi, je vais faire full merchandising, etc. Mais après, je me suis dit, mais en fait, je sais que je veux pas faire de la supply chain dans ma vie plus tard, mais par contre je sais aussi que la supply chain c'est quand même une dimension importante à comprendre quand tu es merchandiser. Donc c'est cette opportunité que j'ai maintenant de découvrir cet aspect-là, et ce sera une valeur ajoutée pour plus tard. Okay. Et d'ailleurs au début, mon stage de fin d'études, je voulais pas le faire chez Vuitton parce que justement je voulais le faire ailleurs que chez Vuitton, parce que j'avais déjà une expérience chez Vuitton et que je voulais voir une autre marque. Concours de circonstances, je l'ai fait chez Vuitton quand même, mais au début, je voulais le faire ailleurs. Okay. Pas parce que j'étais pas attirée par Vuitton et que j'avais pas adoré mon expérience d'avant, mais vraiment parce que j'avais cette opportunité de découvrir autre chose, quoi. Ouais, ok, je comprends. Et est-ce que en termes de CV, est-ce que tu fais du recrutement, toi ? Ouais, okay. J'ai une alternante du coup. Ok. Je cherche d'ailleurs. Une alternante. Mon prochain alternant ou ma prochaine alternante pour janvier. Donc, d'accord. Pour toi, justement, est-ce que tu auras des petits tips pour les candidats ? Oui. Aller en magasin. Je répète, aller en magasin. Il y a trop de candidats aujourd'hui, de stagiaires, qui viennent candidater à un stage en merch chez Louis Vuitton, qui n'ont jamais posé un pied dans un magasin de Louis Vuitton. C'est pas possible. Ah ouais. C'est hyper important. Et ça, pour le coup, ça peut faire la différence. Enfin, même vous allez en magasin, alors ça peut être intimidant, mais voilà,
n'hésitez pas. Vous pouvez interagir avec des vendeurs, demander quel est le dernier lancement du moment. Même pour vous, pour votre entretien, vous pouvez vous nourrir. Et rien que le fait d'être allé en magasin, ça montre en fait qu'on a conscience en fait du fait qu'en fait, in fine, le but du merchandiser, c'est que la collection soit un succès dans les magasins. Enfin, le magasin, c'est là où le business se passe en fait. Donc c'est important, en tant que merchandiser, d'aller en magasin de temps en temps. Et être un candidat qui est allé en magasin, c'est une valeur ajoutée. Puis vous pouvez en parler en entretien. Tous les candidats n'auront pas forcément fait cet effort d'aller en magasin. Donc ça, je pense que c'est un bon tips. Évidemment, connaître un petit peu les collections. Donc on n'a pas besoin de connaître tout par cœur, pas du tout, mais si, regardez le dernier défilé, sachez en parler d'une manière ou d'une autre. Les derniers lancements qui sont, la plupart du temps, c'est assez simple. Tu vas sur le louisvuitton.com, en fait, sur la homepage, tu as toutes les dernières collections qui sont lancées, tu scrolles et tu vois, et tu peux t'y intéresser assez facilement. Mais le magasin, je pense que ça peut faire être allé en magasin, avoir eu la curiosité d'être allé en magasin, ça peut faire la différence, Ok. D'accord. Comment ça se passe un entretien ? Comment il s'est passé ton entretien pour Louis Vuitton ? Alors, c'est tout. Tu veux dire pour le CDI ? Ouais. Donc j'étais en stage de fin d'études chez Louis Vuitton à ce moment-là et je m'étais grave donnée, donc j'étais recommandée par mes managers de l'époque. Et j'ai eu de la chance. J'ai eu une part de chance, j'ai beaucoup travaillé, mais il y a une part de chance qui est qu'il y a un poste qui s'est ouvert à ce moment-là dans une autre équipe, à la maroquinerie homme. Et en fait, je m'y attendais pas, mais j'ai quand même passé beaucoup d'entretiens, 5 en tout. Ah ouais. Chez Louis Vuitton uniquement ou... Ouais, chez Louis Vuitton. Ok. Un entretien RH et ensuite je voyais au fil des grades, donc mes futurs managers, leur N+1, sa N+1 à elle, puis le N+1 de toutes ces personnes. Pour avoir ton premier CDI, t'as passé 5 entretiens ? Ouais, bon après les derniers, par exemple le dernier que j'ai passé, je pense que c'était plus juste une validation. Mais c'est vrai que je reçois cet appel, tu sais, quand t'es en train de passer des entretiens et t'attends un appel, et là t'as un appel inconnu, t'es là, putain, j'ai la réponse et tout. Et genre, j'étais en mode, ok, bon, là c'est vraiment, je vais vraiment avoir la réponse. Et c'était en mode, oui, non, je vous contacte pour un entretien. Et j'étais en mode, putain, encore. Mais donc moi j'ai passé 5 entretiens. Et les entretiens pour les stages, par exemple, ton stage chez Louis Vuitton, c'était comment l'entretien ? Alors, ça a pas mal évolué depuis, ça date quand même, donc je vais plutôt parler des... de ce que tu fais par exemple. Des stagiaires, du process maintenant, je pense que ce sera plus utile. Oui. Mais en gros, donc tu postules sur le site, sur les postes de merch. Les RH vont faire une première sélection. Et donc, si tu es sélectionné, tu vas participer à une journée de recrutement. Et dans cette journée de recrutement, il va y avoir des exercices à faire en groupe. Un exercice en l'occurrence. D'accord. C'est un exercice un petit peu analytique, de reporting justement. Un cas pratique. Voilà, exactement. C'est un cas pratique. Et après, il va y avoir plusieurs entretiens avec différents managers. Et alors, je ne sais pas exactement te dire combien de temps plus tard, mais assez rapidement, tu es recontacté avec la réponse. D'accord. Au-delà des gens qui ne vont pas en magasin, est-ce que tu as trouvé des profils qui étaient directement rédhibitoires ou... C'est vrai que la gestion du stress, c'est quand même important, mine de rien. Parce que c'est un environnement qui est très exigeant, très rythmé. Et donc, il faut savoir gérer la pression quand même. C'est-à-dire que malheureusement, ça m'est arrivé dans certains entretiens de sentir les personnes très, 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 très anxieuses. Mais vraiment très anxieuses. Okay. Et là, je me suis dit, malheureusement, je pense pas que cette personne-là pourra tenir le rythme, la pression. Ouais. On parlait des lundis matins. Les lundis matins, quand même, c'est le reporting. En fait, à 11h, il faut que le rapport parte à LVMH. Il peut arriver plein de trucs, l'Excel qui saute, le truc, le machin. Il s'agit de rester zen, tu vois. Donc voilà, c'est important. Ok, c'est plutôt dans ce sens-là. Et
Et ouais, j'ai une question sur... Comme c'est un... Il y a beaucoup un peu dans ce milieu-là, peut-être une question d'apparence, etc. Est-ce que tu dirais que ça, que ce soit dans les recrutements, etc., ça joue beaucoup? L'apparence, même potentiellement le beauty privilege, comme on dit. Non, je pense pas. Non. Je pense pas. Après, ouais, non. Non, mais disons que... Est-ce qu'on peut être sélectionné sur l'apparence, même la manière, par exemple, de s'habiller, si t'as un style particulier plus qu'autre chose, grosse personnalité, plutôt que sur des compétences? non, impossible. Non, ok. Impossible. Après, c'est sûr que chez Louis Vuitton, on est beaucoup de personnes qui sont vraiment passionnées par la mode. C'est ça qui nous anime. C'est pour ça qu'on travaille dans cette maison. Et c'est sûr que si tu viens à un entretien et que tu es très bien habillé, etc., en fait, on va pouvoir voir que tu as une sensibilité. Ça dit que tu as une sensibilité pour la mode. Alors attention, je dis pas de venir en look de Fashion Week. Oui. Mais oui, ça peut dire sur toi effectivement que tu as une sensibilité mode. Après, ça suffit pas d'être bien habillé. C'est-à-dire qu'on va en parler, tu vois, de ça. Ouais. Donc attention, c'est pas parce que tu arrives bien habillé en entretien que tu vas être pris chez Vuitton, loin de là. Et inversement, c'est pas parce que tu es mal habillé en entretien que tu vas pas être pris chez Louis Vuitton. Okay. Mais ça peut dire de toi, parce que quand même, tu vas faire des exercices d'editing de collection. Mm-hmm. Donc ça peut dire effectivement que tu as... cette sensibilité, ce regard. Ouais, c'est normal. Mais ça reste des humains, on est quand même sensible forcément. Enfin, il y a des facteurs qui influencent plus ou moins, mais c'est pas tout, quoi. Pas du tout, vraiment. T'as aussi créé une association qui s'appelle Girl Take Power. Ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est? Dis-nous un peu. Alors, Girl Take Power, tout a commencé avec un programme qui s'appelle Women at Dior. Ok. Et c'est un programme en fait qui est mis en place par la maison Dior. C'est un programme de mentorat qui est destiné à des jeunes étudiantes pour les accompagner et les mentorer dans leur premier pas, on va dire, dans la vie professionnelle. Okay. Et donc, via l'EM Lyon, j'ai eu la chance de participer à ce programme. Et en fait, dans ce programme, il était question de créer un projet qui devait aider les futures générations de jeunes femmes. Voilà. Et c'était libre, champ libre. Okay. On devait se mettre en groupe avec les autres Women at Dior. On était une promo d'environ, je crois, 500. On devait se mettre en groupe de 4-5 et créer une initiative qui a pour but d'aider les futures générations de jeunes femmes à s'émanciper. Et donc, nous, on s'est mis un groupe EM Lyon, on était 4. Et on a eu l'idée de créer cette association qui, du coup, s'appelle Girls Take Power. Et en fait, c'est vraiment le terme future génération qui nous a dirigés vers la tech. Parce que forcément, c'est une industrie où voilà, quelque chose qui a de plus en plus de présence, d'impact, pas forcément palpable. Mais donc ça nous tenait à cœur parce qu'au fil de nos recherches, comme on savait qu'on voulait aller dans la tech et qu'on savait aussi qu'il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes dans la tech, au fur et à mesure de nos recherches, on s'est aperçu de quelque part l'étendue du problème. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de machine learning, etc. On a tendance à penser que ces machines-là sont totalement objectives parce que c'est des machines. Mais en fait, en réalité, c'est les personnes qui codent, qui injectent leurs biais finalement dans leur code sans s'en rendre compte, hein, ils le font pas exprès, mais c'est juste une réalité. Et donc en fait, si on construit un futur avec la tech où en fait tout le monde n'est pas représenté dans les personnes qui construisent en fait ce futur, et ben il va y avoir des biais qui vont s'inscrire de manière pas forcément palpable de plus en plus. Et donc ça c'était très important pour nous. Et on s'est rendu compte en fait au fil de nos recherches que quels sont les obstacles en fait pour les jeunes femmes dans la tech. Il y avait d'une part l'absence de rôle modèle. On voit beaucoup de grands PDG de la tech qui sont majoritairement des hommes. Il y avait le stéréotype aussi du geek. On s'est aperçu dans nos recherches que ça c'était une réalité. Et il y avait les choix d'orientation scolaire. Et donc nous, en connaissance de ces trois aspects-là, pour le fait que c'était par rapport à l'orientation scolaire, on a voulu cibler un âge très précis, genre de 13 à 16 ans, parce que c'est là que beaucoup de choix d'orientation scolaire se font. Pour la partie rôle modèle, un des piliers de notre bootcamp, c'était vraiment
d'inviter des rôles modèles, des femmes qui travaillent dans la tech pour inspirer les jeunes filles. Et ensuite, pour le côté vraiment geek, en fait, on a voulu vraiment tourner le bootcamp de manière hyper ludique pour casser en fait cette image. Et ça a été, enfin, je pense que c'est un des trucs dont je suis le plus fière cette association parce que les retours qu'on a eus, enfin, franchement, ça a été les montagnes russes. Cette asso. Vous avez réussi à matrixer des jeunes filles pour aller dans la tech. Bah écoute, on a eu des retours hyper positifs. Enfin, les jeunes filles, elles étaient super, super contentes. Même un an plus tard, tu vois, on reçoit encore des retours de mamans qui disent que les jeunes filles en parlent encore et tout. Enfin, tu vois, ça les a vraiment marquées. Et pour cette asso, on a eu vraiment énormément de soutien de la part de Dior déjà, qui a clairement sponsorisé le projet. Et de l'EM Lyon, qui nous a ouvert les portes du Makers Lab. Donc le Makers Lab à l'EM Lyon, c'est un endroit... Ouais, c'est l'endroit un peu tech où il y a des robots, des machines 3D, ouais, exactement. etc. Ouais. Donc les bootcamps avaient lieu au Makers Lab à l'EM Lyon, qui nous ont privatisé en fait le lieu. Donc EM Lyon était aussi un des sponsors, où donc les bootcamps avaient lieu dans cet endroit avec des imprimantes 3D, des ordis, enfin voilà, tout ce qu'il fallait. Et puis ça nous a permis de faire des rencontres incroyables. Non seulement les jeunes filles qui nous ont énormément touchées, mais nous ont touchées. Mais parce que tu vois, c'est des trucs que tu te rends pas forcément compte. Mais par exemple, donc je parlais des rôles modèles. Donc on faisait des concours d'anecdotes avec ces rôles modèles-là, ces femmes qui travaillent dans la tech. D'accord. Inspiré un peu du format de McFly et Carlito. Toujours pour que ce soit ludique, tu vois. Et en fait, il fallait que les rôles modèles racontent des anecdotes vraies et fausses et que les jeunes filles déterminent si c'était vrai ou faux. Et il y a des trucs où tu te douterais pas que des jeunes filles genre de 13-14 ans sont autant fascinées. C'est-à-dire que on avait une rôle modèle qui nous expliquait que à tel âge, elle était manager d'un groupe de je ne sais combien d'hommes qui étaient développeurs, etc. Et c'était hyper dur à croire pour les jeunes filles. Genre, elles avaient majoritairement répondu que c'était faux. Enfin, comment à 26 ans, une femme peut être manager, qui plus est d'un groupe de 10 hommes ou j'en sais rien. Mais ça, tu vois, tu ne te doutes pas que c'est déjà inscrit dans le mindset de jeunes filles de 13 ans. Et donc, s'en est suivi un échange et tout, où les jeunes filles, elles étaient en mode, mais... si ils veulent pas obéir ou ils répondent, tu fais comment? Et du coup, la modèle, elle dit, je les vire. Genre, c'est moi la boss, tu vois. Mais bon, donc ouais, c'était assez touchant. Des trucs où vous venez avec un marteau et vous déconstruisez le truc. Ouais. Je me pose la question, toi, tu penses que c'est 100% une construction sociale? Bah oui. Ouais? Ouais. Est-ce que tu penses pas qu'il y aurait une partie un peu physiologique ou génétique, un peu de différence entre hommes et femmes qui font que les femmes naturellement vont aller vers certains métiers et les hommes vers d'autres? C'est à ce moment-là que le podcast part en couille. Non, en tout cas sur le sujet de la tech, je pense que c'est vraiment 100% une construction sociale. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, dans les derniers chiffres, tu vois, que je regardais tout à l'heure, donc aujourd'hui en France, il y a 24% de femmes dans le milieu de la tech. Ok, 24. Et l'âge moyen est plus jeune que la moyenne. Donc en fait, c'est de plus en plus les jeunes femmes qui s'orientent dans la tech. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ok, ouais. C'est sûr que si on continue sur la vision que tu as de ce que tu disais, que s'il y a des biais dans le développement des prochaines technologies, c'est sûr que oui, s'il y a plus de femmes, ça peut faire un effet boule de neige où il y en aura de plus en plus, etc. Ouais, et puis là, en l'occurrence, tu vois, on parle des nouvelles technologies. En l'occurrence, moi, je parle des femmes, mais en fait, il faut que tout le monde soit représenté dans la tech. C'est important. Ok. Et d'ailleurs, sur cette asso, c'est vrai que comme on travaille toutes maintenant, avec les cofondatrices, on a beaucoup moins le temps de le faire et on cherche justement des étudiantes qui voudraient organiser des Girls Tech Power Bootcamp, que ce soit dans leur école ou des infrastructures qu'elles ont éventuellement à leur disposition. Donc si jamais ça vous intéresse, franchement, n'hésitez pas à me contacter. Vous voyez, sur LinkedIn. On pourra en parler plus en... Ouais. Je mettrai de toute façon tous les liens en commentaire, etc. Cool. Donc, en description, pour que vous puissiez aller voir ça, si ça vous intéresse. Et peut-être un dernier petit point. Tu vas me dire, est-ce que c'est un cliché que beaucoup de gens vont dans l'industrie du luxe
non pas nécessairement pour les métiers, mais parce que justement, tu sais, on parlait de ça fait stylé, bah, pour dire qu'il travaille par exemple chez Louis Vuitton, parce que ça fait stylé de dire je travaille par exemple chez Louis Vuitton, chez Chanel, mais qui n'ont pas forcément un véritable attrait pour le métier en question, que le métier en question n'est pas... Enfin, est-ce que c'est des choses que tu as déjà vécues, ou enfin que tu as déjà vues, pardon, parce que toi, tu as kiffé. Moi, j'ai pas vu ça, et en réalité, c'est vrai que je pense que bon, il y a une certaine aura autour de la mode et du luxe, etc. Mais en fait, je pense que c'est moins le cas qu'avant. Okay. Je pense que par exemple, il y a beaucoup d'étudiants en école de commerce, peut-être il y a 10 ans ou quoi, c'était un peu quelque part une voie royale que d'aller dans le luxe. Mais aujourd'hui, on parlait de sens tout à l'heure, et je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants, de jeunes qui trouvent pas forcément de sens à aller dans le luxe et qui s'orientent vers d'autres métiers, chose qui, je pense, était moins le cas avant. Mais en tout cas, moi, dans mon entourage, j'ai pas l'impression que les gens viennent chez Louis Vuitton juste pour flex ou quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment parce qu'ils sont passionnés. Parce qu'en fait, je pense que si t'es pas passionné, au bout d'un moment, tu vas te dire bon, je vais peut-être aller faire autre chose, parce qu'on m'en demande beaucoup. Ok, ouais, donc il y a... T'as pas nécessairement, déjà toi personnellement, ressenti ce boost d'ego parce que tu travailles dans quelque chose de prestigieux et tu l'as pas vu nécessairement forcément chez beaucoup de gens, des gens qui peut-être se sentent plus parce qu'ils travaillent là, ou ouais, Bah, boost d'ego, c'est un peu fort, mais oui, je suis fière de travailler chez Louis Vuitton, ouais. Ok. Ouais. Après, je l'écris pas sur tout. Je l'écris pas sur tous les quoi ou genre, toi ou quoi que ce soit. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais oui, par contre, oui, je suis fière de travailler dans cette maison. Ouais. Ok, bah ça fait plaisir de t'avoir reçu parce que pour montrer que justement il y a un envers, c'est pas juste des métiers nécessairement bullshit, parce que tout ce qui est attrait des fois au marketing ou des choses comme ça peut paraître bullshit de l'extérieur, parce qu'il y a des grands mots anglais, merchandising, retail, etc. Ouais. Tu sais pas vraiment ce qu'il y a derrière, donc tu te dis bon, voilà quoi. Et donc c'est pour ça que c'était très intéressant de te recevoir. Merci beaucoup Azel pour ce temps que tu m'as accordé. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, à mettre des commentaires. Encore une fois, envoyez du love à Camille pour qu'il puisse revenir. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé aussi, est-ce que j'ai géré ou pas un petit peu seul. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et voilà, hein, un petit dernier mot de la fin. Merci de m'avoir reçu. J'espère que ça pourra en aider certains. Et puis voilà. Ok, merci. Ciao.